Bonsoir à tous, c'est une soirée spéciale que nous vous proposons ce soir sur BFM TV. L'été infernal que nous avons vécu est-il celui de la bascule, celui de la prise de conscience générale? Est-ce qu'on peut encore sauver la planète? Est-ce que nos petits gestes seraient suffisants? Je vais faire le lien ce soir entre vos questions et nos experts qui sont en plateau. Jusqu'ici, vous aviez l'impression d'avoir vécu l'enfer cet été. Eh bien, Météo France le confirme ce soir avec plusieurs chiffres qui donnent le tournis. D'abord, c'était l'été le plus chaud depuis 2003. Il y a eu 113 jours consécutifs à au moins 25 degrés à Marseille. Et la Méditerranée a pris 5 degrés. Le réchauffement climatique est là et nous sommes en plein dedans. Pierre Olimière avec Alexandre Villeray. Les gars, on est tout seuls, on fait attention! Nous avons ici face à nous l'un des plus grands feux de notre histoire. Sur cet incendie, là, il y a 1000 sapeurs-pompiers qui se relaient jour et nuit. À l'habitude, on n'a pas d'effet violent comme ça. Là, c'est très très violent d'entrée. Allez-y, s'il vous plaît, vous bloquez les secours, vous bloquez les secours! Évacuation immédiate! Allez, vous prenez les papiers, vous partez direct sur la table, c'est là. C'est compliqué de ne pas avoir peur parce que ça va très très vite. J'ai perdu tout ce que j'avais créé. C'est l'histoire d'une vie, notre maison. C'est donc la journée la plus chaude, les températures qui font mal, suffocantes. Les voilà avec 39 degrés au meilleur de l'après-midi sur Bordeaux. Ça c'est des crevasses, hein, on met largement la main dedans. C'est la première année qu'on est en déficit de d'eau aussi important. La crise écologique fait que certaines activités doivent disparaître. Si on ne peut pas arroser nos récoltes crèvent. Si elles crèvent, il n'y a pas de nourriture pour les animaux. Il faut évidemment que chacun soit attentif et économe. Il faut bien mesurer que le réchauffement climatique, ça n'est pas une théorie dans un rapport. C'est une réalité et c'est pas pour demain, c'est déjà aujourd'hui. Maintenant, même si l'eau revient, la difficulté, c'est que le sol est tellement sec, tellement mort, le sol ne serait plus en capacité de retenir l'eau. Cette ligne orageuse est en train de s'abattre. Le vent s'est levé. Il y a une intense pluie maintenant depuis 1 heure et aussi une intense activité électrique. C'est complètement apocalyptique. J'ai peur de l'avenir, peur de ce que ça va avoir comme impact écologique, humain. J'appréhende ça. Ça va être terrible. C'est un film qui laisse sans voix, je voyais vos visages. En fait, c'est pas un film catastrophe, on l'a tous vécu ensemble cet été. Bonsoir Hugo Clément. Bonsoir. Vous animez l'émission Sur le front sur France 5. Bonsoir David Efaranda. Vous êtes climatologue au CNRS. Bonsoir Emma Aziza, hydrologue, spécialiste de l'adaptation au changement climatique. Et bonsoir Christophe Persson, notre journaliste météo. Que répondre à cette dame qui dit « J'ai peur pour notre avenir ». Est-ce qu'il est encore temps ? C'est compliqué de répondre à ça. Elle a raison d'avoir peur. On a un peu tous et toutes raison d'avoir peur. Ce qui s'est passé cet été, c'est un avant-goût de ce que nous réserve le dérèglement climatique. Et c'est plutôt un été soft par rapport à ceux qui vont arriver dans les décennies qui viennent. Mais oui, bien sûr, il y a encore de l'espoir. Et il faut encore se dire qu'on peut faire quelque chose parce que sinon, de toute manière, ça ne provoque que de l'inaction. Il y a plein de choses à faire. Mais ça suppose de la volonté politique. Et clairement, aujourd'hui, en tout cas en France, on n'a pas cette volonté politique. C'est le but de cette émission, hein, se pencher sur les solutions. J'espère qu'on en aura à la fin de l'émission. C'est trop ambitieux ou pas? Vous pensez qu'on peut y arriver ensemble en tout cas? Il faudrait 24 heures sur 24 d'antenne pendant des mois pour évoquer toutes les solutions. Mais c'est déjà très bien de consacrer une émission spéciale à ces sujets-là. Et on en fera, évidemment qu'il y aura des rendez-vous réguliers. Quand Météo France dit attendez, là, ce que vous avez vu cet été, ce n'est qu'une bande-annonce de ce qui vous attend. Ça veut dire quoi? Ce sera pareil l'été prochain? Alors, il y a une variabilité du climat. Donc, on a eu un été 2021 qui était un peu plus frais
que ce qu'on s'attend normalement dans les années 2020-2030 en France. Là, cet été était un peu plus chaud de ce qu'on s'attend dans cette décade avec les changements climatiques en France. Donc oui, c'est un avant-goût du futur. Et donc aujourd'hui, Météo France nous a dit, par exemple, que selon leur estimation, un été comme l'été 2022, ça peut être la norme presque en 2050. Mais on a encore des leviers d'action, on peut intervenir pour que ça n'arrive pas en fait. Parce que si on arrête les émissions de gaz à effet de serre, on peut pas revenir en arrière, mais on peut éviter encore le pire. On a intitulé cette émission « L'été où tout a basculé ». C'est assez commenté, mais c'est assez simple aussi de comprendre l'idée. Jusqu'ici, on voyait les méga-feux de loin. On les voyait aux États-Unis, on les voyait en Australie. Là, ils ont eu lieu cette année, cet été en France, dans le sud-ouest. Les pompiers nous décrivent un monstre, nous disent qu'ils n'avaient jamais vu ça. En tout, plus de 62 000 hectares ont été ravagés en France. Pour vous donner un ordre de grandeur, parce que 62 000 hectares, peut-être que dit comme ça ne donne pas vraiment une idée. C'est 6 fois Paris ou encore la superficie du département du Belfort. Bonsoir, Ashley Chevalier. Vous êtes notre fil rouge ce soir. Vous êtes précisément à Landiras, là où le feu de forêt a commencé le 12 juillet dernier. Aujourd'hui, il n'est toujours pas éteint. Comment ça se fait ? Parce que la zone à traiter est immense et que les conditions ne sont toujours pas favorables. Il a fait encore très très chaud aujourd'hui à Landiras, très sec également. Et puis les pompiers craignent les feux de tourbe dont on a beaucoup parlé cet été. Vous savez, ce feu qui s'enterre dans le sol sablonneux des Landes. C'est pour ça qu'il y a encore des dizaines de pompiers mobilisés ici. Mobilisés également, Jean-Marc Pelletan, vous êtes le maire de Landiras. Si je vous avais dit au début de l'été, il va y avoir 20 000 hectares brûlés aux alentours de votre commune, est-ce que vous m'auriez cru ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que... On a l'habitude pourtant des feux. L'habitude des feux, oui. De cette ampleur, jamais. À part la dernière fois, c'était en 1949. On pourrait peut-être le comparer. Mais c'est un feu hors norme qu'on n'a pas eu l'habitude de voir. Et quand on voit ce décor qui est effrayant, il ne reste rien de cette forêt, qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais ça m'inspire que c'est l'ombre d'elle-même, cette belle forêt des landaises, de la lande de Gascogne. Aujourd'hui, c'est l'ombre d'elle-même. Elle est détruite. Tout à l'heure, nous parlions de silence. C'est le silence. Il n'y a pas un animal, il n'y a pas un bruit, pas un oiseau. Donc c'est mort. La forêt est comme morte. Est-ce qu'il y aura pour vous un avant et un après été 2022 ? Très certainement. Très certainement, en espérant que ces feux ne se reconduisent pas d'année en année avec le réchauffement climatique. Ça a été justement un été exceptionnel à tout point de vue ici pour vous. Pourquoi ? Racontez-moi. Eh bien, il y avait d'abord la sécheresse. La sécheresse, pendant plusieurs mois, nous n'avons pas vu une seule pluie. Ensuite, ces températures à plus de 40 degrés. Donc toutes les conditions étaient réunies pour que le feu soit hors norme. On vient de le dire, ce n'est pas terminé. Quand pensez-vous que vous serez tiré d'affaire ? Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas. Mais je pense qu'en octobre, on devrait tout de même voir le jour. Parce qu'on attend la saison des pluies, pas question pour le moment de penser à la replantation. Ce n'est pas à l'ordre du jour, c'est ce que me confiait Jean-Marc Pelletan cet après-midi. Merci beaucoup Ashley Chevalier, on vous retrouvera tout à l'heure. Vous êtes avec Camille Fournier. Vous pensez, Emma, qu'il peut y avoir un avant, un après ? Je pense que effectivement cet été a particulièrement marqué les consciences, mais si on regarde les années précédentes, on a parlé chaque année d'été records, chaque année de sécheresse historique, à chaque fois pour des raisons différentes, mais en tous les cas, c'était des choses qui étaient évoquées. Et quand on parle de l'année dernière, qui était une année particulièrement pluvieuse et maussade en termes d'été, qui est liée à un phénomène météorologique où on a eu 6 gouttes froides successives qui ont été à l'origine des catastrophes de l'Allemagne et de la Belgique, c'était l'autre revers de la médaille. Mais quand on regarde la partie qui n'a pas été concernée en France, eh bien, on se rend compte qu'on avait des coupures d'eau et des problèmes d'adduction en eau potable dans l'Aude. Rappelons-nous des feux du Var l'année dernière qui étaient immaîtrisables. C'était une prémisse à ce qui allait arriver. Et si on se repositionne l'été dernier, juste un peu avant, on se rend compte que dès le mois de juin, la première décade était beaucoup plus chaude et beaucoup plus sèche et qu'on s'attendait à vivre l'été qu'on vient de vivre. Mais c'est les météorologues et après on avait tous été surpris. Exactement, parce qu'il y a eu à un moment donné un décrochage d'air froid polaire qui est venu perturber la France. Mais au-delà de ce cercle bleu en France, on avait déjà des feux à Athènes, on avait un dôme de chaleur en Espagne, on atteignait 48,8 degrés en Sicile. Donc en fait, on avait tous les éléments
en main pour comprendre ce vers quoi on va et comprendre qu'on est sur une tendance qui s'accélère à chaque année un peu plus et on ne maîtrise pas. Pourquoi on ne maîtrise pas? Parce qu'un territoire, c'est compliqué. C'est compliqué et en plus, ça se produit dans des zones où personne n'est adapté. La terre n'est pas adaptée à avoir des feux de brousse en Picardie. Brest n'est pas adapté à des températures comme on a eu. Quand on regarde la Grande-Bretagne, on voit très bien que le bâti n'est pas adapté à ces températures quand on voit l'asphalte qu'ils font. Et donc, c'est toute cette question qu'on ne s'est absolument pas posée, parce qu'on a tendance à vivre les crises, mais jamais à les gérer avant. Et une crise, ça ne se gère jamais pendant. Ça se prépare avant. Et donc, il faut évaluer tous les scénarios. Et les scénarios, on les a devant nous. Et concrètement, puisqu'on montrait les feux dans le sud-ouest, région que vous connaissez bien, Hugo, en fait, on a vu notre patrimoine partir en fumée. Quel enseignement on doit tirer de ce que vient de nous montrer Ashley ? Il y a plein d'enseignements à tirer. Déjà de renforcer les moyens des sapeurs-pompiers. Je pense qu'on a tous pris conscience cet été de l'importance qu'avaient les sapeurs-pompiers. Et ils sont souvent sous-dotés en matériel, en moyens humains et techniques. Ils demandent même un ministère dédié. Ils demandent un ministère de la sécurité civile. Vu la situation, ça peut se comprendre. Mais il faut aussi mettre un terme aux pratiques qu'on sait destructrices et qu'on sait qui encouragent la sécheresse. Par exemple, les irrigations de champs de maïs en plein été. Le maïs, c'est une plante qui demande énormément d'eau aux périodes de l'année qui sont les plus chaudes. Et cette plante, elle est destinée principalement à nourrir les animaux qui sont enfermés dans les élevages intensifs ou à l'exportation. C'est pas du maïs que nous, les Françaises et les Français, on mange. Ça, c'est plus possible de continuer d'irriguer des quantités astronomiques d'eau sur du maïs en plein été pour aller nourrir des animaux qui sont enfermés dans des élevages. C'est ce genre de pratique qu'il faut accepter aujourd'hui de remettre en question. Se tourner vers d'autres céréales, vous dites. Se tourner vers des méthodes alternatives, parce que c'est bien beau de dire, de faire des grandes déclarations quand on est un politicien en disant c'est terrible, on soutient les pompiers, on soutient les sinistrés, etc. Mais après, qu'est-ce qui se passe concrètement? Rien. Il se passe rien. En ce moment, il ne se passe rien. Il n'y a aucun secteur destructeur pour l'environnement, destructeur pour les nappes phréatiques, qui consomme énormément d'eau, qui a été remis en question. Aucun. Christophe, si on continue à expliquer les messages que la planète nous envoie, on peut en fait le voir comme ça, c'est une conversation. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? En effet, on s'interroge, Hugo, et vous trouvez que les politiques ne sont pas à la hauteur, mais tout de même, on voit quoi? On voit qu'il y a eu record sur record, c'est ce que dit Météo France aujourd'hui. De très nombreux records de battus. Alors on n'a pas battu l'été 2003, où on reste du point de vue de la température seulement un petit peu en dessous. Après, c'est vrai que les records, ils ont été battus du côté de Nice, par exemple, avec le nombre de nuits tropicale. Record en cours. Actuellement, à Nice, c'est la 62e nuit consécutive tropicale, c'est-à-dire où la température ne s'abaisse pas en dessous de 20 degrés. La dernière fois qu'il y a eu une nuit qui n'était pas tropicale, donc avec seulement 19 degrés, entre guillemets, seulement, c'était le 29 juin. Et lors du mois de juin, il y a eu seulement 4 nuits inférieures à 20 degrés pour cette ville de Nice. C'est-à-dire que depuis le 1er juin, il n'y a eu que 4 nuits où la température à Nice était inférieure à 20 degrés. Et quelles conséquences ça a sur l'organisme, ça ? Très importante. Alors, c'est peut-être quand même le seul point positif qu'on peut tirer de cette crise, c'est les progrès qu'on a fait depuis 2003. On se souvient tous de la canicule 2003 et des conséquences désastreuses qu'il y avait eu. Là, on s'attendait à des conséquences extrêmement importantes et délétères sur les organismes, et on a su faire face parce que les soignants ont appris de cette canicule, parce qu'on a mobilisé les personnels à un moment, et vous le savez, où notre santé est en crise, où les soignants étaient épuisés, et malgré ça, autant la médecine de ville que la médecine hospitalière s'est mobilisée, et on a pu s'en sortir. Mais on est les sûr conséquences... qu'on a pu s'en sortir, on n'a pas le bilan. On n'a pas le bilan encore, mais et puis il y a un fait dont il faut parler, enfin deux faits. D'abord, ça continue, et puis ensuite, il y a souvent une dette de fatigue, une dette d'épuisement. Et chez les personnes âgées notamment, on a ces fatigues qui surviennent des fois 15 jours, un mois après la canicule. Donc il faut y faire extrêmement attention, mais on est très attentif à ça. La leçon qu'il faut tirer, c'est que de la même façon qu'il faut miser sur la sécurité civile, il va falloir, dans les années qui viennent, et très rapidement, gravement renforcer notre système sanitaire, autant en médecine de ville qu'en médecine hospitalière. On est tous sur la même planète, on gravit un escalier où à chaque marche il fait plus chaud et où on se brûle, et cet escalier c'est nous qui l'avons construit avec nos modes de vie. Donc il va falloir qu'on change un certain nombre de choses, et le problème est mondial, ça veut dire que l'impact qu'il va y avoir dans d'autres pays va amener une multiplication des maladies, va amener des nouvelles maladies, va amener des nouvelles pandémies, va amener des immigrations beaucoup plus importantes, et tout ça il va falloir y faire face sur le plan sanitaire. Tout ça il va falloir y faire face sur le plan sanitaire. Par exemple, là on a vécu 3 canicules à la suite. Est-ce que c'est envisageable d'imaginer prochainement une canicule, 3 vagues de chaleur qui durent 1 mois par exemple? Oui, c'est tout à fait envisageable. On a des projections climatiques pour les années à venir
qui nous montrent même des étés caniculaires, complètement... Tout l'été? Tout l'été. À quelle échéance? Là, on a cette simulation sont dans les scénarios les pires, en fait, qu'on peut réaliser à partir de 2070-2100. Mais en fait, on voit aussi, nous aussi, les climatologues, on est surpris de l'accélération de ces phénomènes extrêmes, comme disait la collègue, parce que cette année, c'est pas juste la France, en fait, qui est frappée, mais l'extension géographique des phénomènes qu'on vit, c'est tout l'hémisphère nord. Donc, en ce moment, c'est le Pakistan, on a eu des vagues de chaleur, des sécheresses en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Italie, en Allemagne. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Et en fait, comme on le disait, le problème, c'est qu'on peut s'aider, on a l'Europe, on a les Nations Unies, mais si on est tous concernés par les mêmes problèmes en même temps, la capacité de réaction et d'adaptation, ici on parle beaucoup d'adaptation, risque d'être compromise. Parce que, comme vous l'avez dit, on peut avoir des événements qui vont durer même tout l'été. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est prêt chacun à faire? C'est l'autre question, Hugo. On a fait un sondage, Bernard Sananès a interrogé les Français. 48% des Français ont déjà l'impression de faire le maximum qu'ils peuvent et 43% disent qu'ils pourraient faire plus. C'est assez partagé. Est-ce que vous le comprenez, ce sondage? Oui, je le comprends et je retiens surtout que 43%, qui est quand même un chiffre important, disent qu'il est possible de faire plus. Et c'est déjà énorme en fait. Je pense qu'on ne se rend pas compte du chemin qu'on a parcouru en quelques années. Vous auriez fait ce même sondage sans doute il y a 15 ou 20 ans. On aurait peut-être eu 10% qui pensaient que c'était possible de faire plus. Peut-être qu'à 20 ans, on ne se posait même pas la question. Peut-être qu'on ne se posait même pas la question. Moi, je comprends, si vous voulez, une forme d'exaspération des gens, notamment issus des classes populaires, des gens qui sont des Français moyens, qui gagnent des petits salaires et qui ont des difficultés à finir le mois, d'avoir des ministres qui viennent vous expliquer qu'il faut faire attention à vos emails, à éteindre la lumière, à couper l'eau du robinet quand on se brosse les dents. Quand dans le même temps, on a une politique qui est menée par ce gouvernement, mais par tous les autres avant lui, de laisser faire toutes les autres pratiques qui sont bien plus destructrices et bien plus problématiques que ces petits comportements du quotidien des Français. On a eu la polémique sur les jets privés. Bon, mais tant que vous régulez pas des jets privés, c'est compliqué d'aller demander aux gens de supprimer leurs emails. Parce qu'en gros, les plus modestes ont un bilan carbone de toute façon bien inférieur aux plus riches, oui, de fait. Évidemment, de fait. Donc c'est évident que les efforts doivent être faits d'abord et de manière, on va dire, exemplaire, et en termes de communication, c'est important, par les gens qui polluent le plus, par les plus puissants, les décideurs politiques et économiques. Ça ne veut pas dire que les autres, les gens, les salariés lambda, n'ont pas d'efforts à faire. Tout le monde peut faire quelque chose à son niveau. Mais je comprends l'exaspération des gens qui se disent on nous demande à nous de faire des petits gestes qui ont un impact ridicule quand les grandes décisions politiques, les grandes décisions économiques ne dévient pas de trajectoire et on continue dans le même sens. Et on continue à se pencher sur les solutions. On va zoomer sur la sécheresse. Désormais, certaines communes manquent d'eau potable. C'est une réalité, oui, en France, en 2022, ça semble fou. Elles étaient une centaine de communes au cœur de l'été. Bonsoir Marianne Garin, vous êtes maire de Clancey dans la Drôme, village de 580 habitants, privé d'eau pendant 48 heures cet été. Depuis, vous faites venir l'eau par camion-citerne, c'est ça ? C'est ça, oui. C'est terminé maintenant. Mais effectivement, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs jours, on a fait venir l'eau par camion, effectivement. Et c'est à la fois contraignant et en même temps, ça a un coût très important. Oui, bien sûr que le coût est extrêmement important. Hein. C'est la différence entre les 10 villages, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais il y a eu 70 va-et-vient de camions, donc c'était extrêmement important. Oui. Et comment vous vous projetez sur les prochains étés? Quelle solution? La solution qu'on aura, c'est d'aller chercher l'eau un peu plus loin, pour alimenter notre château d'eau, notre réservoir. C'est au lieu de puiser l'eau dans la nappe phréatique de la rivière du Lez, on va aller récupérer l'eau grâce au syndicat intercommunal dans la nappe phréatique du Rhône. Donc effectivement, ça sera beaucoup plus sécurisé. Mais c'est, je dirais, reculer pour mieux sauter quand même. Oui, ben voilà, vous le dites très bien, c'est reculer pour mieux sauter. Maëziza, c'est un fait. Une centaine de communes qui se sont retrouvées sans eau.
puisqu'on nous dit que ça va devenir la norme. C'est pas nouveau. L'été dernier, avec Emma, on était dans un village tous les deux à Durban-Corbière. Vous étiez en vacances ensemble? On n'était pas en vacances ensemble, on était en tournage ensemble. Et déjà à Durban-Corbière, l'été dernier, il y avait un village qui était privé d'eau potable. Voilà, donc signal d'alerte l'été dernier, encore cet été. Qu'est-ce que ce sera l'été prochain et que faire? Je crois qu'on n'est pas prêt à comprendre ce que ça veut dire des coupures d'eau. On se rappelle de cette coiffeuse qu'on a été voir qui avait ces bidons en fait de prévision pour ses futurs clients. Et à un moment donné, quand il n'y a plus de bidons, il n'y a plus d'eau, il faut attendre parce qu'ils avaient accès à de l'eau potable 2 heures par jour. Donc c'est toute une réorganisation qu'il faut penser. Et donc il faut comprendre qu'en fait, en France, à la base, on est plutôt un pays tempéré. On est un pays tempéré entre un pays plutôt semi-aride et puis en même temps un pays humide, donc entre l'Espagne et la Belgique. Et on était un pays qui recevait plutôt 512 milliards de mètres cubes d'eau par an. Donc en fait, on avait des problèmes de riches. Et en fait, les problèmes de riches font qu'à un moment donné, on n'est pas du tout prêt à pouvoir envisager une rupture. On a l'impression que c'est quelque chose qui est acquis et qui est là et qui restera tout le temps ici. Le problème, c'est qu'on est extrêmement, en fait, suivant là où on se situe, on est complètement inégaux face à la ressource en eau. C'est-à-dire que si on est à Paris ou si on est à Nice, on est sur des nappes fossiles ou des nappes importantes qui peuvent tenir 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors que juste à côté, vous décalez de quelques dizaines de kilomètres et vous vous retrouvez avec des nappes qui sont en rupture d'alimentation et qui posent le problème de son usage. Et donc, on est confronté aujourd'hui au fait qu'on est en train de réduire la part de gâteau qu'il y a disponible pour tous les utilisateurs de l'eau. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir faire des choix. Pour l'instant, on fait des choix en phase de gestion de crise. Donc, on regarde le lac de Serponçon, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des lâchers de barrages parce qu'on a besoin d'électricité, parce qu'il faut bien tenir sur le plan sanitaire ces canicules et que pour le moment, on n'a pas trouvé de solution magique à part les climatiseurs, ne serait-ce que pour les hôpitaux ou pour toutes les personnes fragiles. Donc en fait, on est dans un système un peu délétère dans lequel on s'est embarqué et puis vous avez à l'aval plutôt des agriculteurs qui, eux, ont besoin d'eau parce qu'ils ont emmagasiné un système dans lequel ils se sont lancés dans l'après-guerre. On leur a dit, vous allez recevoir des primes, c'est l'or jaune auquel vous allez pouvoir contribuer en ayant ce maïs, donc qui est cette plante tropicale en surface qui a tellement besoin d'être irriguée parce qu'elle ne peut pas aller chercher en profondeur et elle n'a pas le choix. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parle maïs, on parle irrigation. Si on parle irrigation, ça veut dire qu'on va prélever de l'eau soit dans la nappe phréatique, soit dans la rivière. Et quand il n'y en a plus, qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est qu'on est hyper dépendant de toutes les filières qu'on a créées depuis. Parce qu'il y a 70% qui vont directement pour la question du bétail. Mais au-delà de ça, toutes nos crèmes cosmétiques sont faites à base de maïs. Le papier, l'amidon, il est issu de quoi? Il est issu du maïs. Donc en réalité, on est tellement économiquement dépendant qu'en fin de compte, il faudrait envisager de couper des choses. Et c'est là où qu'est-ce qu'on coupe? Qu'est-ce qu'on choisit? Et il faut le choisir maintenant. Parce que dans les années qui viennent, on ne va faire que subir. Et vous, quelle piste vous avez, par exemple, à propos, quand on voit ces villages qui manquent d'eau, qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce qu'on pense à dessaler l'eau? On dit que puiser dans un lac, ça suffira? Alors déjà, il y a une solution. Et les eaux usées? Recycler les eaux usées, par exemple. Il y a vraiment des solutions adaptées à chaque localisation. Tout le monde n'est pas... le recyclage des eaux usées peut être intéressant dans une certaine forme. Et effectivement, on peut l'accroître un peu, et c'est le cas dans certains pays arides. Mais derrière, ça a aussi des conséquences. Et je trouve ça tellement terrible d'être face au constat qu'il ne nous reste que les eaux usées à traiter parce qu'on n'a pas assez d'eau. En France, ça me désespère un peu. Donc je trouve que c'est intéressant localement, mais il ne faut pas imaginer que c'est la solution miracle qui va venir tout résoudre. La désalinisation de l'eau de mer. Le problème, c'est qu'elle est extrêmement polluante parce qu'il faut des quantités de produits chimiques colossaux. Ensuite, si vous voulez, sur 1 mètre cube, vous récupérez que 500 litres, donc la moitié d'eau. Donc, c'est pas vraiment efficace. Et en plus, vous rejetez des taux de sel très importants en mer qui détruisent l'intégralité de la faune et la flore. Donc, en fait, à chaque fois que vous avez une solution, et puis ça veut dire qu'on a de l'eau à partir d'un énorme tuyau et qu'on est alimenté que par ça. Vous l'avez dit, nous ne sommes pas le désert. Il pleut l'automne, il pleut l'hiver. Normalement. Et qu'est-ce qu'on peut faire de cette eau? Il y a tout un débat, stocker ou pas l'eau, et comment la stocker? Parce que ça pouvait sembler très bête sur son canapé, on fait une grosse bassine, on prend l'eau. Pourquoi c'est plus compliqué que ça, Hugo? On a évoqué ce sujet avec Emma dans l'émission Sur le front, justement, qu'on a consacré à l'eau. Le problème des méga-bassines, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui consiste en gros à pomper de l'eau dans les rivières pendant l'hiver, les remplir
et dépenser cette eau pendant l'été quand l'eau vient à manquer. Déjà, c'est qu'elle bénéficie à une infime minorité d'agriculteurs. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est moins de 10% des agriculteurs qui utilisent l'irrigation. Donc c'est vraiment une infime minorité d'agriculteurs. Et puis il y a une perte en eau, selon certaines études, puisque de mettre de l'eau qui est stockée soit en souterrain, soit dans les rivières, dans des bassines, notamment en été, en plein soleil, il y a une évaporation qui fait qu'il y a une partie de l'eau qui est gaspillée et qui n'est pas utilisée pour l'irrigation. Et selon certains agriculteurs plutôt opposés à l'irrigation, ça pénalise par ailleurs les nappes phréatiques et le débit des rivières à d'autres moments de l'année. Donc il y a un vrai débat sur ces bassines, c'est un débat qui est compliqué, effectivement, il n'y a pas de réponse magique, et je préfère laisser les spécialistes s'exprimer sur cette question. Mais vous voulez compléter ce qu'a dit Hugo? En fait, la réponse, c'est que si on va voler de l'eau dans la nappe phréatique, en fait, on la vole à la rivière derrière. Parce que le moment où la rivière n'a plus assez d'eau, parce qu'elle n'a plus assez de pluie, elle se sert de la nappe qui lui donne de l'eau et qui permet en fait d'alimenter tout ce vivant qui est à l'agonie au bord des cours d'eau et qu'on a tendance aujourd'hui à sacrifier, en fait, à faire des choix. Et donc, en fait, la bonne solution, c'est de respecter le cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'on peut retrouver un cycle de l'eau à condition qu'on mette de la matière organique dans nos sols, à condition qu'on arrête de détruire nos sols, justement, et qui subiront plus facilement, qui seront plus résilients à la question des sécheresses. Il faut réussir à récupérer ces eaux de pluie. Il y a une grande différence entre récupérer des eaux de pluie dans son jardin et conserver cette eau quand on est dans une phase de crise qui va nous permettre de nous alimenter, parce que l'eau de pluie, plus on la récupère, plus c'est intéressant, parce que sinon le 2/3 repart dans l'atmosphère. Oui. Mais par contre, aller prendre de l'eau qui a tellement du mal à s'infiltrer et la conserver dans d'immenses piscines olympiques et en fait avec des qualités sanitaires qui sont terribles, il y a des salmonelles, enfin, laisser de l'eau dans des bâches plastiques pendant 3 mois et regardons un petit peu dans l'état dans lequel on peut les récupérer, je pense que c'est une solution trop court-termiste pour derrière être pérenne. Et aujourd'hui, on doit penser l'avenir de manière structurée, ensemble et cohérente par rapport au cycle naturel. Et c'est là que je vous dis que c'est un choix politique, parce que ces bassines, ces méga-bassines, elles sont ultra subventionnées par l'argent public. Elles ne peuvent exister que parce que l'État décide de mettre des millions d'euros d'argent public pour les construire. Si je peux ajouter quelque chose, tous les changements qu'on fait au milieu végétal ou à l'hydrologie ont des rétroactions sur le climat. C'est-à-dire que nous, on peut changer les rivières, on peut changer des cultures, on peut planter des forêts, et tout ça, ça change les microclimats de la région sur laquelle on intervient. Et donc tout ça, c'est un peu joué, vous voyez, c'est un peu joué à Dieu. Ouais. Et donc nous, après, dans les modèles climatiques, on essaie de modéliser aussi l'impact que l'homme pense d'avoir dans le futur avec ses choix politiques, donc les scénarios sociaux, mais même les scénarios hydrologiques de la végétation. Et s'ajoute quoi? S'ajoute de l'incertitude et s'ajoute des boucles de rétroaction qu'on ne connaît pas et qui peuvent donner des résultats qui sont inattendus. On met une forêt pour réfléchir et on retrouve plus chaud, plus humide. Voilà, donc il y a des choses qu'on pense de faire pour s'adapter au climat, qui après vont avoir un effet sur le climat et nous revenir en arrière comme des boomerangs. Oui, vous craignez l'effet boomerang. Mais à propos de l'eau, on parlait de l'eau potable, l'eau de mer, quand on voit la Méditerranée, c'est très inquiétant. Elle est en surchauffe, plus 4, plus 5 degrés. Non, il y a plus 5 degrés par endroit par rapport à la normale, qui, bien entendu, année après année, est en train d'augmenter. Regardez, il y a eu des cartes justement sur, par exemple, le mois de juillet ou le mois d'août, que ce soit l'un ou l'autre. Non seulement la Méditerranée était extrêmement chaude, mais regardez, pas seulement la Méditerranée, la mer du Nord était bien au-dessus des normales de saison. Tout ce que vous voyez en rouge, là, c'est au moins 3 degrés de plus que la normale. Pour avoir une température globalement normale, il ne faut pas que ce soit dans le vert. Donc là, quasiment tout autour de la France, partout sauf vers la pointe du Finistère, on avait des températures pour l'eau de mer bien au-dessus de la normale. Et c'est inquiétant non seulement... Même dans la Manche, il faisait chaud. Même la Manche, il faisait très chaud. On avait une eau à plus de 21 degrés sur la côte d'Opale également, qui est montée même à 22 degrés. Et tout ça, c'est même inquiétant également pour le futur, pour l'automne, au moment où les fortes précipitations vont arriver, non seulement du côté de l'Atlantique, mais surtout celle méditerranéenne. On connaît les épisodes Seine-Nolf, les épisodes méditerranéens. Une Méditerranée comme ça, c'est catastrophique pour ces épisodes-là. Vous craignez un automne très difficile? S'il y a une dépression qui arrive à descendre, et ce sera probablement le cas au moins une fois durant l'automne, ça va apporter énormément de précipitations. Le potentiel de précipitation qui est présent à cause de cette Méditerranée extrêmement chaude peut être gravissime. On peut avoir à nouveau des catastrophes comme on les a connues du côté des Alpes-Maritimes, par exemple du côté de la vallée d'Aroya. Et ça aussi, on l'a dans le rapport du GIEC, on sait qu'à cause du réchauffement de la Méditerranée, on va avoir à l'automne des précipitations de plus en plus intenses, et surtout sur le sud de la France. Normalement, on les appelait les épisodes sévenols, mais après on les retrouve aussi, par exemple, en Italie, en Toscane, même en Sicile, encore plus loin en Grèce.
Mais en fait, cette disponibilité d'énergie plus importante avec la mer plus chaude fait remonter les précipitations intenses plus au nord. Vous avez eu un exemple, on a eu un exemple à Paris cette année. Je dis vous parce que je n'étais pas là, mais heureusement. Mais bon, j'ai retrouvé mon appart, donc c'était bien. Et donc, on peut s'attendre aussi que la partie de la France qui va être intéressée par ces précipitations intenses devient de plus en plus étendue à l'automne. Donc, été infernal, ensuite l'automne, inondation. Une variabilité, pluie, sécheresse qui devient plus marquée. Tout est imbriqué, parce que l'océan sert à aspirer la chaleur. Ça fait du ruissellement aussi. Plus le sol est sec et beaucoup de pluie arrive d'un seul coup, plus ça fait du ruissellement et donc des inondations. Ça, en plus, l'effet des deux aggrave encore la situation. C'est une émission pour donner le moral aux gens. Ouais, c'est ça. Non, mais il vaut mieux prévenir. Mais c'est vrai, le Xanax est aussi offert en même temps que l'émission. Je ne l'avais peut-être pas dit, c'était important. Non, mais c'est vrai qu'en même temps, il s'agit de se dire qu'il n'est pas trop tard. Et qu'on peut agir, mais qu'il faut le faire maintenant. Mais de toute façon, on y est. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Voilà. C'est que qu'on le veuille ou non, que ça nous déprime ou pas, c'est un phénomène qui nous dépasse, qui est beaucoup plus puissant que nous. Même si on arrête aujourd'hui toutes les émissions de gaz à effet de serre, on va continuer à subir une inertie du changement climatique dans les années qui viennent. Ce qu'on peut faire, c'est ce que disait mon collègue tout à l'heure, limiter l'intensité de ce changement climatique, limiter la gravité des phénomènes. Mais de toute manière, au-delà du fait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il va falloir qu'on s'adapte à ces changements qui sont inéluctables pour une partie d'entre eux. Je vous donne la parole dans un instant, mais on va d'abord en Corse retrouver Nicolas Pereira d'Arrocha. Journée noire en Corse le 18 août dernier. 5 personnes ont été tuées dans des orages très violents. Et en fait, vous êtes carrément un miraculé. Vous avez failli mourir en raison du dérèglement climatique. Vous étiez amarré pendant la tempête. Ça s'est joué à rien. Vous avez sauté du bateau. Oui, tout à fait. En fait, pour moi, le changement climatique, on en a beaucoup parlé. C'est quelque chose qui est autour de vous, mais vous le ressentez pas. On en parle aussi entre marins. On constate qu'il y a des choses qui ne vont pas. On a des phénomènes qui sont inhabituels. La chaleur de l'eau, la Méditerranée à 30 degrés à partir de début mai, c'est quelque chose d'exceptionnel. L'année dernière, ça s'est produit, mais 2 mois après. Donc voilà, on sentait qu'il y avait des choses qui étaient bizarres, mais honnêtement. Voilà, le changement climatique, moi personnellement, je l'ai pris en pleine face. Et ça fait vraiment bizarre quand vous vous réveillez donc ce 18 août à 8h du matin avec un coup de tonnerre et vous prenez 224 km/h de vent d'un seul coup, il n'y a aucune alerte, c'est d'un seul coup, vous êtes dans la tempête. Alors là, de votre première réaction, c'est d'être dans la tempête, c'est extrêmement choquant parce que vous pensez à sauver votre peau. Vous vous dites aussi, et là, moi j'ai envie de pousser un coup de gueule parce que c'est vrai que il y a eu un bug vraiment sur la météo en Corse. On s'est tous retrouvés dépourvus parce que cette tempête n'a jamais été annoncée. C'est la pire tempête que la Corse ait connue et il n'y a eu aucune alerte météo, même pas un coup de vent. Donc on a tous été prisonniers et puis là il faut survivre et puis vous essayez de sauver votre peau. Vous sautez sur les moteurs, mais dans mon cas, le bateau a été devant la plage, mais en quelques secondes, il a été projeté dans le sable et je n'avais plus aucune chance de sauver le bateau. J'ai vraiment tout fait, mais voilà, j'étais aux commandes à lutter avec les moteurs. Mais quand j'ai vu que mon mât, qui était juste au-dessus de moi, était en train de se désintégrer, là, j'ai immédiatement sauté pour pas être découpé par ces haubans et la masse du mât qui est quand même importante. Et j'ai bien fait puisque juste après avoir sauté à l'eau, le mât s'est écroulé et donc j'ai évité ces haubans qui auraient pu me cisailler en deux. Et par contre, j'ai une chance incroyable parce que cette plage est en plus réputée pour être très dangereuse et j'ai pu sauter à l'arrière du bateau et sortir de ces rouleaux. Vous sautez à l'eau, mais c'est à qui tout double. Et donc là, vous êtes dans les rouleaux, vous êtes dans une espèce de machine à laver. C'est incroyable la force que ça a. J'ai perdu mes lunettes, j'ai tout perdu. Et j'ai réussi à arriver avec mon sac étanche à un moment sentir le sol sous mes pieds et à me jeter sur la plage et à courir pour éviter d'être repris par une vague, parce que les vagues faisaient entre 3 et 4 mètres. Et à courir sur cette plage. Et voilà, et vous avez une espèce de douce euphorie quand vous retrouvez sur la plage parce que vous êtes sauvé. Mais voilà, malheureusement, le bateau n'a pas eu cette chance-là. Et bon, pour moi, dans mon cas, le changement climatique, il m'a pris mon bateau, ma maison, mon outil de travail. Et aujourd'hui, voilà, j'ai plus rien. Tout est au fond de l'eau. Tout a été réduit en miettes. Et la plus grosse partie du bateau, elle doit faire à peu près 1 mètre carré. Et il a été haché, menu par cette
puissance incroyable qu'a l'océan. Mais voilà, on en parle, j'entends ce que vous dites sur le plateau, mais ce phénomène-là, il y a toujours eu des orages en Corse. On le sait, à partir du 15 août, c'est un phénomène très classique en Corse, mais cette année, il a été accentué de façon considérable par cette immense recharge d'énergie qu'avait la mer, puisqu'il y avait une immense masse entre la Corse et l'Espagne d'eau à 30 degrés, avec beaucoup d'humidité. Et en fait, ça a fait que d'un orage classique, c'est devenu une espèce de tempête. On peut même presque, c'est pas une tempête tropicale, mais on se retrouve avec des phénomènes qui sont complètement anormaux en Méditerranée. Et qu'on n'attend pas là où vous vous trouviez appellent ça le dérèche chaud. C'est quelque chose, voilà, qu'on retrouve uniquement en Amérique du Nord. Et là, on l'a retrouvé en Méditerranée. C'est le premier dérèche chaud qu'on retrouve. Et voilà, il faut s'attendre maintenant à avoir des phénomènes qu'on retrouve dans d'autres mers, ici, à nos portes. Et voilà, et ça fait vraiment très peur quand vous êtes au milieu de tout ça. Et voilà, donc on est en plein dans le changement climatique. Si les gens ne le comprennent pas, voilà, j'en suis la preuve. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Le dérèglement climatique a failli vous tuer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et je n'exagérais pas quand on entend votre histoire. Une toute dernière question, et s'il vous plaît, une réponse en peu de temps, si c'est possible. Vous nous dites avoir perdu votre maison, votre outil de travail. Et maintenant, comment allez-vous vous adapter? Hugo Clément parlait de l'adaptation tout à l'heure. L'adaptation, elle passe par la prévision, des prévisions beaucoup plus fiables de la part de nos météorologues. Mais après, voilà, c'est faire vraiment attention dans les zones où on est. Après, il n'y a pas vraiment pour les marins, malheureusement, les abris, voilà, ils sont là. Je suis quelqu'un de très, très attentionné à ça. Et dès qu'il y a le moindre alerte, on va se mettre dans des zones protégées. Voilà. Mais dans ce cas de figure, là, il n'y a pas eu de solution. Et voilà. Aucune alerte, c'est la cause du nombre de morts qu'il y a aussi, parce que si la tempête avait été annoncée, c'est sûr qu'on aurait pu se préserver et il n'y aurait pas eu l'hécatombe que vous avez au niveau de la Corse. Vous allez dans n'importe quelle plage, n'importe quel rocher, il y a des bateaux éclatés de partout et c'est vraiment, ça fait mal au cœur. Et vous allez reprendre le bateau ou pas, Nicolas ? Oui, alors justement, moi, mon objectif, c'est très vite remonter en selle et reconstruire un projet. Donc voilà, là, j'ai le futur projet qui va sortir voilà, dans quelques mois. Et donc, je compte beaucoup sur l'aide que j'ai pu recevoir voilà, je suis à la recherche actuellement d'un catamaran. Donc voilà, les gens qui ont un catamaran, qui n'avaient pas l'idée de le vendre, qu'ils n'hésitent pas de me contacter. Voilà, et c'est très difficile à trouver, je peux vous assurer. Et après, l'idée, c'est de rebâtir un projet. Mais voilà, je repars sur une feuille blanche et c'est beaucoup d'énergie et de travail. Mais voilà, c'est un nouveau défi pour l'avenir. Et on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Nicolas. Merci aussi à Élise Breteau qui a permis cette interview. Nicolas, soulever le manque de vigilance ce jour-là, Christophe. Est-ce qu'il y a vraiment eu faillite de Météo France ou est-ce que ce n'est pas à nous désormais de voir que dès qu'une tempête ou un coup de vent est prévu, le pire peut arriver? Alors je pense déjà qu'il y a un problème encore sur les modèles de prévision qui permettent de prévoir les tempêtes. C'est-à-dire que quand on a une Méditerranée aussi chaude, je pense qu'ils ne sont pas encore prêts à la prendre en considération, cette Méditerranée aussi chaude. Une Méditerranée si chaude, eh bien, ça donne des orages forcément plus violents. Et donc, ça a certainement été très sous-estimé par les modèles de prévision numérique qu'utilise par exemple le Météo France. Encore, puisqu'on va passer à la deuxième partie de l'émission plus interactive avec vos questions et les réponses. Je voulais qu'on termine cette partie en montrant bien le Pakistan, ce qui se passe en ce moment au Pakistan. 1100 personnes ont été tuées dans les pluies de mousson sans précédent depuis 30 ans. 1 million d'habitations ont été détruites. Un Pakistanais sur 7 est touché. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'il se passe. Un tiers du pays est sous les eaux. En mai dernier, les 50 degrés étaient dépassés. C'est-à-dire que, Hugo, il va y avoir des zones de notre planète qui vont devenir inhabitables dans très peu de temps. C'est peut-être même déjà le cas en ce moment au Pakistan. Clairement, et ces millions, voire dizaines, centaines de millions de personnes vont pas rester sur place à se noyer ou à brûler par 50 degrés. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces gens ? Ils vont venir dans les zones qui sont encore à peu près épargnées par le changement climatique et on en fait encore partie, même si on a vécu l'été qu'on a vécu, c'est pas ce qu'ils vivent en ce moment au Pakistan. Ces gens vont se déplacer par millions et ça va être aussi un autre problème que les responsables politiques doivent anticiper.
comment on va faire face à ce flux migratoire de centaines de millions de personnes. Et ça, je pense que les gens n'ont pas conscience que le changement climatique, c'est pas simplement moins d'eau, plus chaud, plus de feu. C'est aussi des mouvements humains, des mouvements sociaux, des conflits peut-être même qui vont se déclencher et dont on n'a absolument aucune idée pour l'instant. Ils ne peuvent pas vivre comme ça, à 50 degrés, on ne peut pas tenir longtemps. Il y a la possibilité de territoires qui deviendront non habitables, avec un risque vital pour l'homme, et donc une fuite, comme il le dit, une immigration très importante à laquelle il faudra faire face. Mais de toute façon, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça que ça nous apprend, ça nous rappelle qu'on est tous sur la même planète, et que ce problème-là est mondial, et qu'on ne peut pas penser qu'à nous, individuellement et territorialement. Il faut agir tous ensemble, parce qu'actuellement, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, les pays qui polluent le moins, qui sont les pays les plus pauvres, sont ceux qui paient le plus lourd tribut au choc climatique, par les pays qui sont plus occidentalisés et modernisés, qui, eux, polluent beaucoup. Donc on a une dette vis-à-vis d'eux. Et cette dette, il va falloir la payer en les accueillant, en les aidant, etc. Mais on peut plus, il faut changer totalement notre façon de penser et de l'individuel passer au collectif. Ce qu'on a fait avec le Covid, il va falloir l'étendre beaucoup plus sur le plan du choc climatique. Et je pense qu'il faut que tous les citoyens, toutes les citoyennes prennent conscience que si on ne fait pas pression sur les responsables politiques, si on ne rejoint pas des associations, des mouvements citoyens pour le climat, etc., rien ne changera. Je pense que si on attend que les responsables politiques d'eux-mêmes prennent des décisions ambitieuses... Vous voulez une révolution verte ? Non, je parle pas, sans parler de révolution ou de mouvements violents, etc. Juste de faire pression, de faire comprendre aux responsables politiques qu'on est de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreuses à vouloir un changement important et surtout urgent, et qu'on n'a plus le temps d'attendre. Et plus on attend, plus les mesures à prendre seront difficiles à encaisser. Plus on attend, moins on aura de marge de manœuvre pour agir. Donc c'est maintenant qu'il faut passer à l'action, et on peut tous, pour le coup, individuellement, identifier dans nos vies quotidiennes ce qu'on peut changer, mais surtout on peut tous se mettre ensemble pour faire pression sur ceux qui sont tout en haut et leur demander de se bouger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. L'émission continue. On passe maintenant aux solutions avec vos questions. Je vais faire le lien avec nos experts. Cyril Lion va notamment nous rejoindre dans un instant. Ça fait des années, en fait, et vous le savez d'ailleurs, que les scientifiques alertent et parlent peut-être dans le vide. Archive incroyable à voir aujourd'hui. Le volcanologue Haroun Taziev qui prédit tout ce qu'on est en train de vivre maintenant devant un commandant Cousteau ébahi qui lui dit même c'est du baratin. Nous sommes en 1979. Vous regardez les dossiers de l'écran. Eh bien, la pollution industrielle dégage des quantités de produits chimiques de toute nature, dont une énorme quantité de gaz carbonique. Et cette quantité de gaz carbonique se propage dans l'atmosphère et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre. Oh, c'est un baratin, ça. Et il n'y avait pas d'industrie, c'est l'industrie qui vient jeter là-dedans le trouble sur les grands rythmes naturels auxquels on assiste depuis des millions d'années. Il pourrait y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère, d'où fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, et de glace de montagne. Et risque de réchauffement. Donc, à cause du réchauffement, 2-3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce pas ? Et montée des eaux et donc noyade de toutes les côtes basses, c'est-à-dire New York et Le Havre et Marseille et Nice et Londres. Haroun Taziev, vous êtes en train de paniquer les populations, là. C'est fou à regarder comme ça aujourd'hui. Il y a du 109 qui nous a rejoint. Bonsoir Cyril Lion, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes auteur, réalisateur, militant écologiste, pourrait-on dire. Serge Jacquat, bonsoir. Vous êtes docteur en agroclimatologie chez ITK, spécialiste de l'impact du dérèglement climatique sur les écosystèmes, sur l'agriculture aussi. Bonsoir Mathieu Ozano, vous êtes directeur du Shift Project et co-auteur de Pétrole, le déclin est proche aux éditions du Seuil. Bonsoir François Pitrel, notre journaliste environnement. Bonsoir. Et bonsoir Marc Toiti. Emma, vous êtes resté, je vous resalue. Bonsoir Emma et bonsoir Marc Toiti, économiste, auteur de Reset 2, bienvenue dans le monde d'après aux éditions Bouquelis. Cette archive était intéressante. Haroun Taziev prédisait tout ce qui se passe aujourd'hui et il y a le journaliste qui lui dit « Vous paniquez les populations là ». C'était déjà Don't Look Up en 79 ? Ben oui, c'était déjà Don't Look Up en 79. Et ce qui est terrible, c'est qu'on sait aujourd'hui, parce que c'est documenté, qu'un certain nombre non seulement de responsables politiques, mais aussi de responsables de multinationales savaient parfaitement que le changement climatique existait, savaient parfaitement les conséquences que ça pourrait avoir, et ont investi des milliards d'euros ou de dollars pour semer le doute dans l'opinion et pour retarder finalement l'action des gouvernements pour enrayer le changement climatique. Et on le paye aujourd'hui.
Enfin, il y a ce livre qui a été écrit par Nathaniel Rich qui raconte la décennie 1979-1989 en disant, en gros, là, on avait une fenêtre d'opportunité pour ne pas en arriver. Oui, puis pour ne pas en arriver là où on est aujourd'hui. Le problème, c'est que il y a un certain nombre de climatologues qui craignent que les 1,5 degrés qu'on n'aurait absolument pas dû dépasser à la fin du siècle, on les dépasse plutôt entre 2030 et 2040. Cette bataille semble perdue du 1,5 degré. Est-ce que celle du 2 degrés, selon vous, on peut l'éviter? Est-ce qu'il est encore temps? De toute façon, il est encore temps de limiter la casse au maximum. C'est ce que là répètent pour le coup des gens comme Christophe Cassou ou Valérie Masson-Delmotte en permanence. C'est-à-dire qu'un monde qui se serait réchauffé de 1,6 ou 1,7, c'est mieux qu'un monde qui se réchaufferait de 2,1, c'est sûr. Chaque dixième de degré a des incidences considérables. On le voit déjà aujourd'hui. Vous voyez bien que là, on est à 1,1 degré de réchauffement. On a déjà des conséquences très tangibles. Et entre 0,9 et 1,1, le monde a déjà beaucoup changé. Donc il faut se battre pour chaque dixième de degré. Maintenant, est-ce qu'on va dépasser les 2 degrés? Donc là, entre 2040 et 2050, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que... Enfin, on n'en sait rien. On a des craintes. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a énormément de carbone qui a déjà été envoyé dans l'atmosphère, qui est un phénomène d'inertie. Enfin, il y a des gens qui en parleront mieux que moi sur ce plateau sans doute, et qui fait que le climat continue et continuera à se réchauffer au moins pendant 20 ans, et que tout ce qu'on va faire aujourd'hui aura une incidence sur, en gros, à partir de 2040. Qu'est-ce qui est irréversible aujourd'hui? On sait que la fonte du Groenland fait augmenter le niveau de la mer, et je voyais que si le réchauffement climatique s'arrêtait aujourd'hui, on ne pourrait pas empêcher ce qui se passe aujourd'hui au Groenland. On ne pourrait pas empêcher cette fonte. C'est désespérant de se dire ça. Je veux dire, il y a plein de choses qui sont désespérantes. Là, on parle du climat, mais on pourrait aussi parler de la biodiversité. Toutes les espèces qui ont disparu ces dernières décennies, elles ont disparu. Ça, d'une certaine manière, c'est irréversible. Si on parvient, enfin là, le fait qu'on parvienne à ces températures-là ou à ce degré de réchauffement-là, le fait qu'on soit à 1,1 ou 1,2 degré de réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle, ça, c'est, en tout cas de notre vivant, c'est irréversible. On ne connaîtra pas une décrue. Et c'est ça, en fait, qui est dramatique. C'est que contrairement à d'autres phénomènes, on a vécu par exemple la crise du Covid, à un moment on peut en sortir, ou on peut apprendre à vivre avec ce virus. Si le climat se réchauffe d'1,5 ou de 2 degrés, on ne reviendra pas en arrière. Donc on va vivre dans un monde qui aura durablement changé et dans lequel il faudra s'adapter de façon... de gré ou de force, d'une certaine manière. Ce qui est frappant, c'est ce qu'on a vécu il y a peu de temps. C'est vrai que les crises s'enchaînent, on a tendance à les mélanger, mais le Covid, par exemple, à ce moment-là, on appuie sur pause. On va revoir les images. Il y avait des canards dans la rue à Paris qui étaient les plus heureux du monde. On voyait les dauphins encore à Venise. Voilà, c'est fou de se dire c'était des images il y a 2 ans. C'est ce dont la planète aurait besoin aujourd'hui, qu'on appuie de nouveau sur pause. En fait, ce dont la planète a besoin, et on peut s'inclure dedans, puisque nous sommes sur cette planète et nous sommes des êtres vivants parmi d'autres êtres vivants, c'est qu'on essaye de maintenir un certain nombre d'équilibres et de les préserver. Et ce qu'on fait, en fait, de façon délibérée ou non, depuis plusieurs décennies, c'est perturber ces équilibres. Donc l'équilibre climatique est un des équilibres de la planète, mais il y en a d'autres. La pollution chimique, par exemple, on a saturé les écosystèmes de plastique ou de produits phytosanitaires ou de produits chimiques qui sont dans nos objets du quotidien et que les écosystèmes ne savent pas dégrader. Et ça, c'est problématique. Vous avez vu cette étude qui est parue pendant l'été qui montrait que, en gros, l'eau de pluie serait impropre à la consommation partout sur la planète, justement parce qu'on a saturé les écosystèmes de tous ces produits chimiques. Ça, c'est un gros problème. Le fait que les écosystèmes soient perturbés au point que des espèces disparaissent parce qu'on détruit les habitats des animaux. Donc oui, tous les animaux dont on a besoin et dont on dépend pour une partie de notre chaîne alimentaire, je pense aux pollinisateurs, je pense aux forêts pour la production d'oxygène, aux océans, ils ont besoin qu'on les laisse un peu tranquilles et qu'on arrête de considérer que le monde vivant est un champ de ressources qu'on peut exploiter sans fin, juste pour faire de la croissance économique. C'est une émission interactive. Je fais lien entre vous et les téléspectateurs. On va écouter la question de Julie. Bonjour Julie, je me demandais, est-ce qu'avant de demander aux particuliers de diminuer leur consommation d'eau et de faire des efforts sur l'économie d'énergie, est-ce qu'il ne faudrait pas s'attaquer directement aux plus gros pollueurs, notamment les jets privés et les grosses entreprises en France ? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord regarder du côté des gros pollueurs qui sont les vrais et les faux coupables, en gros, François ? Alors c'est vrai que c'est un débat qui a beaucoup défrayé la chronique ces derniers jours, les jets privés, les milliardaires. Les études, que ce soit de la Banque mondiale, de l'OFCE, du laboratoire des inégalités, sont très claires.
d'un point de vue individuel, les personnes qui émettent le plus de gaz à effet de serre, qui sont responsables du réchauffement climatique, ce sont les gens les plus aisés. On peut le comprendre facilement, plus vous êtes aisé, plus vous avez souvent de domicile, plus vous êtes véhicule, plus vous consommez, donc plus vous émettez de gaz à effet de serre. Alors, les études sont pas toujours faciles à décrypter, elles sont toutes un petit peu, pas toujours concordantes, mais on va dire que entre les 10% les plus riches sur la planète émettent entre 30 et 50% des gaz à effet de serre. Donc, les premiers qui vont devoir faire des efforts et sur qui la sobriété doit d'abord être appliquée, ce sont les plus riches. Mais attention, 10% des plus riches au niveau mondial, ça inclut une bonne partie de la société française. Oui, alors c'est vrai que c'était le débat de ces derniers jours, le jet privé, est-ce qu'il faut en arrêter avec les jets privés? Est-ce que ça suffira à sauver la planète? Est-ce qu'on regarde du bon côté, en gros? Ce qu'on dit en creux, là, c'est que le problème est fondamentalement politique. Il est politique, d'une part, et il a une caractéristique qui est rare en politique, c'est qu'il est largement objectivable. On parle de tonnes, de trucs et de machins, on parle de watts, on parle de personnes. Donc, pour une fois en politique, on peut se mettre d'accord, c'est un fait objectif que quelqu'un qui a 3 bagnoles et qui prend l'avion tout le temps a un impact climatique, objectivement, beaucoup plus fort qu'un smicard. C'est un élément du problème. Donc, on a tous des évolutions dans nos modes de vie à faire et effectivement, objectivement, c'est plutôt les gens qui consomment le plus qui ont le plus d'évolution. Maintenant, c'est politique plus fondamentalement au sens où, en fait, c'est l'organisation de la société qui doit être transformée. Il y a la notion de décroissance, il y a la notion de sobriété. On navigue entre ces deux mots-là. En fait, on ne parle pas de la même chose. La décroissance, c'est un postulat éthique qui a une grande valeur, qui dit qu'il faut changer fondamentalement et être beaucoup plus sobre. Mais c'est extrêmement difficile dans une société qui est très énergivore. Pour faire de la télévision, par exemple, il faut beaucoup d'énergie. Là, nos visages, c'est pour ça qu'on est tous maquillés, sont réchauffés par beaucoup de watts pour éclairer et envoyer le message. Vous voulez quoi, qu'on s'éclaire à la bougie? Non, mais... Précisément pas. On est dans une société qui bénéficie, on est la génération qui bénéficie du plus grand confort technique. Ça peut paraître obscène quand on n'a pas grand-chose, mais aujourd'hui, même les gens qui n'ont rien mangent à leur faim en France. Donc il y a des choses à préserver dans cette abondance énergétique qui nous amène dans une situation très, très, très compliquée. En gros, c'est que la sortie des énergies fossiles, c'est comme une opération à cœur ouvert. L'énergie, c'est le système sanguin. C'est ce qui alimente chaque cellule et les organes vitaux. Les organes vitaux, les médias, la santé, l'industrie, l'agriculture. Tout ça, ça doit apprendre d'ici une génération à fonctionner sans pétrole, sans gaz, sans charbon. C'est inexorable et c'est un point historique fatidique. Bon. Et on remplace ça par quoi? Et ben voilà, c'est là qu'il faut lire le travail du Shift Project, notamment, que je dirige, qui est un plan de transformation de l'économie française. Il y a plein d'autres travaux, évidemment, très intéressants. Mais en fait, on peut comprendre que, techniquement, il y a pas mal de solutions, mais qu'elles n'aboutissent jamais toutes seules, et que c'est aussi une organisation différente des modes, des façons de se déplacer, des façons de bouffer. Vous êtes en train de dire qu'il faudra moins consommer. Enfin, de toute façon. C'est moins consommer, c'est pas seulement... Enfin, moins consommer pour les gens qui n'ont pas grand-chose, c'est obscène de dire ça. C'est collectivement apprendre à faire fonctionner. Qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'un système de santé dont on bénéficie aujourd'hui grâce à beaucoup d'énergie qui fonctionne sans pétrole? Est-ce que c'est juste des ambulances qui fonctionnent à l'électricité? Quand on regarde, non, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, le pétrole en particulier nous permet de bénéficier d'une abondance inouïe et qui ne sera qu'un laps de temps dans l'histoire de l'humanité. Vous prédisez la fin du pétrole. Ouais. Je suis ancien journaliste, je rapporte ce que les pétroliers eux-mêmes disent. Vous prévoyez... et ensuite, une fois qu'on arrive à la fin du pétrole, qu'est-ce que vous voyez comme alternative? Quelles sont les énergies qui vont remplacer les énergies fossiles, celles qu'on connaît aujourd'hui? Et est-ce que ça suffira à faire tenir le monde tel qu'il tient aujourd'hui? Est-ce qu'on doit carrément changer notre économie, changer nos modes de consommation? Il faut comprendre que l'abondance énergétique dont on bénéficie grâce en particulier au pétrole est un instant dans l'histoire, et que toutes les alternatives, qu'on soit pro-nucléaire, pro-éolienne, pro-tout ce que vous voulez, aucune alternative au pétrole ne peut faire jeu égal en termes de capacité de production. D'où la notion de sobriété.
C'est un constat objectif que partage même le gouvernement de centre-droit qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas boucler l'équation de la sortie des énergies fossiles sans intégrer une façon de réorganiser. Et c'est pas dire aux gens qui ont rien de se serrer la ceinture, c'est de dire, OK, est-ce qu'on peut se déplacer, est-ce qu'on peut bénéficier du confort, la capacité à manger à sa faim, à se déplacer à peu près librement en se passant de pétrole, de gaz et de charbon d'ici une génération. C'est possible. La technique peut t'amener sur un bout du chemin. Et une fois que la technique, et nous on travaille au Shift fondamentalement avec des ingénieurs, qui sont précisément les gens qui sont les plus humbles par rapport au pouvoir de la technique. En général, les gens qui vous parlent des miracles de la technique sont très très loin, ont rarement vu une usine. Voilà, nous on est une équipe d'ingénieurs, enfin je suis une exception dans l'histoire, mais peu importe. Et on dit, la technique dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les transports, peut nous amener jusqu'à un certain point, mais en fait, on bénéficie d'une situation exceptionnelle grâce à l'abondance du pétrole, qui inexorablement aura une fin, et qui du coup implique qu'une fois qu'on arrive au bout des solutions techniques, là, la politique, au sens le plus noble, le plus profond, le plus historique, le plus fatidique du mot, reprend son sens. Il faut qu'on discute pour voir comment est-ce qu'on est capable de s'organiser avec moins d'énergie et avec un climat qui aura changé. La fin de la voiture. Tu disais, Cyril. Mais je peux proposer un exemple à ce qu'il dit. Ah oui, allez-y, oui. Là, typiquement, si on veut réduire considérablement la quantité de pétrole qu'on utilise pour se déplacer, qui est un de nos gros sujets, un des plus gros facteurs d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les transports. Il y a une étude... 31% en France, je donne juste les chiffres pour qu'on se rende compte, 19% c'est l'agriculture, 18% l'industrie, 10% l'industrie de l'énergie aussi, je vous laisse continuer. La voiture individuelle, c'est une énorme partie des émissions de gaz à effet de serre. Il y a une étude, par exemple, qui a été faite à l'Université du Michigan par l'ancien vice-président de General Motors, en plus, donc qui n'est pas vraiment un écologiste échevelé, ou barbu comme moi, qui montrait qu'on pouvait avoir la même qualité de déplacement dans une grande ville avec 80% de voitures en moins. Absolument. Ce qui veut dire qu'en fait, on organise le territoire différemment. Voilà. On va faire en sorte d'avoir plus de pistes cyclables, d'avoir plus de transports en commun, d'avoir plus de zones où on peut marcher aussi sur des trajets plus courts. On va faire en sorte de partager les voitures. En France, par exemple, une voiture reste plus de 90% de son temps garée. Donc ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir chacun une voiture, particulièrement dans une grande ville. La voiture pour une personne, la voiture individuelle où on est tout seul dedans, ça on arrête. En tout cas, dans les grands centres urbains, oui. Après, quand on vit à la campagne ou quand on vit dans le périurbain, c'est un peu différent. Mais dans une grande ville comme Paris, comme même Toulouse, dans le comme périurbain, Strasbourg, c'est possible. Il n'y a pas forcément... Vous pouvez faire comme avec un vélo. C'est-à-dire qu'avec votre smartphone, vous allez déverrouiller une voiture, vous allez l'utiliser, vous allez aller là où vous avez besoin d'aller, vous la laissez, et puis après, vous faites autre chose. Non. Vous allez aussi essayer de faire en sorte que votre voiture soit beaucoup plus légère. Là, aujourd'hui, avoir une voiture qui fait 2 tonnes pour déplacer quelqu'un qui fait 70 kilos, c'est absurde sur le plan énergétique. Donc, si vous avez des voitures qui sont plus légères, qui ont moins de pièces pour être fabriquées, que vous les faites marcher avec d'autres types d'énergie. Donc, typiquement, vous avez, pour l'instant, disons, une voiture électrique. Mais que vous avez 80% de voitures en moins. Là, vous avez déjà résolu une grande partie de votre problème. Mais vous n'êtes pas dans la perspective où vous allez remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques. Vous allez changer l'organisation du territoire. Changer l'usage de la voiture, oui, parce qu'ensuite, quand on regarde par mode de transport, les voitures particulières, c'est 53% de la pollution, 25% pour les poids lourds. L'avion, c'est 4%. Pourquoi on se demandait, est-ce que zoomer sur le secteur aérien, ça a vraiment un sens? Et les 2 roues, 1%, mais vous vous dites qu'il faut regarder le secteur aérien. Il faut qu'on se passe de tout. En termes de consommation de pétrole, bien compris, oui. on a signé une ordonnance chez le Toubib, les accords de Paris en 2015. Le Toubib, il nous dit 0 émissions nettes en 2050. Plus d'émissions de gaz à effet de serre nettes. D'ici une génération, là-dedans, il y a les bateaux, il y a les bagnoles et il y a les avions. Il n'y a pas de, comme tu disais très justement, il n'y a pas de demi-mesure par rapport à ça. Quand tu as un cancer généralisé, ou quand tu as un cancer du poumon et que le Toubib te dit « Monsieur, il faut arrêter de fumer », tu ne dis pas « Mais est-ce que je pourrais quand même continuer à fumer 5 ou 6 clopes ?» Non. C'est ça l'ordonnance. Le drame aujourd'hui, c'est que, alors effectivement, il y avait des signaux avant-coureurs dès les années 70, mais l'ordonnance du Toubib, on l'a depuis 2015, et concrètement, de la manière dont on s'organise, notamment par exemple effectivement sur la mobilité quotidienne, où il est parfaitement possible, jusqu'en grande périphérie urbaine, c'est un truc qui est consolidé en fait. On peut parfaitement s'organiser avec une combinaison intelligente de vélos électriques, de bus, de trains. Et ça, c'est fondamentalement politique. Et c'est des investissements qui n'ont rien à voir avec l'argent qu'on a pu mettre dans les TGV, dans les grandes infrastructures routières, autoroutières des années 60-70. Vous permettez aux gens d'améliorer leur confort, d'améliorer leur santé et d'économiser de l'argent.
Parce que la bagnole, ça coûte très cher et ça va coûter de plus en plus cher. C'est inexorable. Et c'est une question profondément politique, nouvelle et incontournable. On continue avec les questions. On va maintenant écouter Sabrina. Bonjour, je m'appelle Sabrina et j'habite Strasbourg. Comme tout le monde cet été, j'ai souffert de la chaleur. Je sais qu'on peut faire plein de petits gestes et ma question aux experts, c'est comment on peut vulgariser ces petits gestes à faire pour arriver à faire quelque chose. Il y a beaucoup de faire, mais je pense que voilà, ce serait le maître mot. Comment faire et comment vous pouvez nous aider à faire pour que ça s'arrange ? Voilà, comment faire? Ça fait le lien avec notre sondage du jour, le sondage ELAB. Jusqu'où les Français sont-ils prêts à aller? 81% sont prêts à utiliser le programme Eco des différents appareils électroménagers, à débrancher les appareils 72%, baisser, je vois que ça vous fait rigoler, Cyril Dion. Non, mais baisser le chauffage 70%, c'est intéressant. Et moins utiliser la voiture, regardez, 61%, la clim, on n'est pas tous concernés, tout le monde n'a pas une climatisation, mais il y a 35% quand même des personnes interrogées. Quand même, je trouve que c'est quand même assez réjouissant, non, enfin, je trouve pas le bon terme, mais quand on regarde ça, les Français sont prêts à faire des changements dans leur comportement dès maintenant. Oui, mais à la fois, il y a une telle rapidité dans la transformation du territoire et dans les faits dans lesquels il va falloir s'adapter, c'est que au-delà de ces petits gestes, il va falloir adapter sa maison à subir des inondations toujours plus colossales. Donc ça veut dire que si on a 2 mètres de hauteur d'eau chez soi, comme dans des inondations qu'on peut vivre dans le sud de la France, eh bien c'est sa vie qui est en jeu. Et là, il va falloir se protéger dans une zone refuge. Et donc ça veut dire aussi changer ses comportements en phase de crise, ou bien si on a 30 cm d'eau, on peut réussir à protéger sa maison, mais ça demande énormément de travaux, et ces travaux demandent du temps. Aujourd'hui, ils sont financés en partie par l'État, mais le problème, c'est qu'il faut transformer massivement, en fait, l'ensemble des bâtis en France, que ce soit sur le plan énergétique et sur le plan de l'adaptation aux extrêmes climatiques. On a parlé de sécheresse tout à l'heure. On voit très bien à quel point les sécheresses aujourd'hui coûtent plus cher sur le plan assurantiel que les inondations. Qui va continuer à payer? Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir déjà une question d'habitabilité de la planète, mais en plus une question d'assurabilité des biens? Parce que jusque-là, on a tendance à finalement se venir et se dire, bon, bah, quelque part, j'ai une assurance, je suis protégée. Et donc, je crois qu'il y a une autoresponsabilisation qui est extrêmement forte, qui va devoir être nécessaire au-delà de ces gestes qui sont essentiels. Et pourquoi je citais la question de l'eau qui manque, c'est que quand on voit que certaines villes arrivent aujourd'hui à ne plus avoir d'eau potable dans leur robinet, on doit se poser cette question du fait de diminuer largement notre consommation d'eau. Mais c'est facile, il suffit derrière de mettre des mousseurs et des réducteurs de douche. Je voulais qu'on parle des mousseurs. En fait, c'est tout simple, ça coûte 10 €. Ça coûte rien. Regardez, en fait, il y a tellement de solutions qui coûtent rien. On le met au robinet, ça permet d'économiser de l'eau. Le problème, c'est qu'on ne le conseille pas massivement. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, tous les opérateurs, privés d'ailleurs ou publics, de l'eau demandent des économies d'eau massives, eh bien, on va se retrouver dans le fait qu'il va falloir diviser par 2 la consommation, multiplier par 2 le prix. Et donc, aujourd'hui, on est confronté au fait que l'eau paye l'eau en France. C'est-à-dire qu'on est dans un système où on n'a aucune envie de favoriser l'économie. Le problème, c'est qu'on risque d'avoir aujourd'hui des grandes villes qui vont être en rupture d'alimentation en eau potable. Qu'est-ce qu'on fait le 15 septembre si on a des grandes villes en France qui n'ont plus d'eau potable? Est-ce qu'on va aller chercher tous les camions-citernes de France pour aller alimenter cette eau? Combien va coûter cette eau? Et donc, c'est des questions qu'on ne se pose pas assez. On subit les crises, on les gère au fur et à mesure en disant, bon, bah maintenant, c'est la sobriété, ça y est. Et dans le logement, on parlait du mousseur. Qu'est-ce qu'on pourrait donner? 3 petits gestes pour justement économiser l'eau demain pour son chez jardin, soi. déjà, faire une récupération d'eau de pluie, parce qu'on a le droit encore d'avoir ces tomates. Et je conseille d'ailleurs de les avoir, parce que la question de la résilience alimentaire, c'est une réelle question qu'il va falloir se poser. Parce que si à un moment donné, nous, on est touché par des sécheresses, il faut imaginer qu'à travers le monde, tout le monde est concerné. Donc en fait, pour le moment, on a encore ce sentiment de toute puissance d'aller dans un supermarché. On consomme l'eau virtuelle qui est utilisée ailleurs. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'eau ailleurs. On le voit aujourd'hui en Chine avec des usines qui ferment. Donc ça veut dire qu'on va avoir son ordinateur avec 3 mois de délai supplémentaire. Quand c'est un ordinateur, c'est une chose. Quand c'est une question de nourriture, ça va en être une autre. Il va falloir vraiment penser notre résilience alimentaire. Et ça demande effectivement de devenir de plus en plus autonome. Donc voilà, c'est un petit peu des solutions à mettre
mettre en œuvre et jouer avec le cycle de l'eau intelligemment en le respectant. Mais c'est tellement essentiel et on a tellement oublié à quel point on en est dépendant. Et manger beaucoup moins de viande, ça fait économiser beaucoup d'eau. Manger plus du tout de viande, on vous dit moins de viande, mieux manger la viande. Au moins, manger beaucoup moins, réduire de 50-60% la consommation de produits animaux, ça économise beaucoup d'eau. Parce qu'il faut beaucoup d'eau, par exemple, pour cultiver les céréales qui vont nourrir ensuite les animaux. Vous dites combien par semaine c'est pas moi qui dis, en gros, il faudrait arriver, idéalement, il faudrait qu'on arrive... au moins. Il faudrait qu'on passe en France de 90 kilos de viande par personne et par an à 25 kilos. Et payer mieux les éleveurs et trouver des solutions pour la génération après d'agriculteurs qui aujourd'hui élèvent des bœufs. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on fait pour les dizaines de milliers de gens qui fabriquent des leviers de vitesse? On a besoin d'un plan. C'est pour ça que c'est profondément politique. Il faut qu'on se projette dans un monde différent, pas radicalement différent. On a un effort de paix. La dernière fois qu'on a parlé de planification en France, c'était dans l'après-guerre. Il n'y avait plus un seul pont entre Le Havre et Paris. Donc on est quand même sur des enjeux... Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin un peu lourd. Là, on est confronté à une crise historique. Chaque génération a la sienne. Nous, c'est ça. On n'a pas que celle-là. On en a plusieurs. On en a plusieurs, en effet. Mais celle-là est nouvelle au sens où elle est inexorable et elle n'est pas humaine. Elle n'est pas humaine, elle est naturelle. Elle est écologique. La politique, c'est l'affaire entre... On pense que c'est une tragédie d'homme à homme, de femme à homme. Non, là, on a dit qu'il y avait un environnement. Cet environnement, il est en train de nous parler. On va zoomer sur l'agriculture dans un instant, Serge. Je voyais Marc qui s'agitait en même temps. Non, pas du tout. Vous êtes que j'étais là. On peut donner mais parce que vous êtes nombreux, on donne la parole à chacun. Je pense qu'effectivement, on a un vrai dilemme. C'est-à-dire qu'on a ce problème, a priori, c'est ce paradoxe entre d'un côté de la croissance, donc l'économie, et puis l'écologie. Donc moi, on a tendance à les opposer. Moi, je pense qu'il faut au contraire les réconcilier. Parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que, alors bien entendu, il y a eu un choix de la croissance. Mais c'est vrai qu'il y a un problème d'inégalité, un problème humanitaire. C'est-à-dire que je donne un chiffre très simple. En 1980, il y avait la moitié de l'humanité qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême. C'est-à-dire avec moins de $1 par jour. Chiffre de la Banque mondiale. Donc, effectivement, dans ces personnes-là, c'est sûr qu'elles ne consommaient pas ni rien. La moitié de l'humanité. On arrive avec, effectivement, ce choix, mais qui n'est pas forcément un bon choix. Toujours est-il qu'il y a eu de la croissance, qu'il y a eu de la mondialisation. Je ne dis pas que c'est bien. Toujours est-il qu'en 2019, on arrive avec cette part de la population mondiale qui vit sous le seuil de pauvreté extrême, qui tombe à 8,5%. Oui, donc c'est quand même un progrès humanitaire. Alors, donc c'est un vrai enjeu. Et les images étaient formidables de la pandémie, on s'en souvient, on appuyait sur stop, c'était génial. Sauf que... Vous avez aimé ça? Oui, non, les images du moins. Mais c'est vrai que en 1 mois et demi, même 2 mois, on a fermé le monde, entre guillemets, parce que là, on parle de la France, mais c'est un problème mondial, le réchauffement climatique. C'est pas uniquement en réduisant effectivement notre consommation en France qu'on va changer la planète. Le problème, il est mondial. Donc, à l'époque, effectivement, donc, en quelques mois, le nombre de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté extrême a augmenté de 200 millions de personnes. Donc, c'est ça le vrai paradoxe. Effectivement, il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Mais il faut penser, effectivement, aux personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas eu le droit à la croissance. Et qui se disent, en gros, ça devrait être notre tour maintenant. Aujourd'hui, 90% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté extrême sont en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour eux? On les laisse sur le bas-côté. On leur dit, non, désolé, on n'a pas eu le choix. Donc, moi, je pense... Alors, justement, pour moi, parce qu'il y a quand même une solution. Pour moi, la vraie solution, on en a parlé un petit peu, c'est justement l'innovation. Je pense que on doit mieux utiliser notre planète, c'est-à-dire réussir à faire de la croissance, notamment pour les pays émergents. Et d'ailleurs, tenez-vous bien, quel est le pays dans le monde qui investit le plus en R&D, c'est-à-dire en recherche-développement, dans les énergies renouvelables? La Chine. La Chine. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'eux, ils ont compris. Ouais. Nous, on n'a pas encore compris. C'est les plus gros émetteurs de CO2 mondial. Voilà, c'est ça le vrai enjeu. Et encore, aujourd'hui, il n'y a que 600 millions de Chinois qui vivent comme nous. Absolument. Alors qu'il y a 1,4 milliard d'habitants. Si demain, il y a les 800 millions de Chinois qui vivent comme nous, vous imaginez la consommation de CO2. Donc, c'est ça le vrai débat. Comment on fait pour eux? Et donc, je pense que la clé, elle est effectivement sur l'innovation. Ça ne veut pas dire que nous, il ne faut rien faire. Alors, soyons plus concrets. Innovation, donc ce sera aller vers innovation. La chance qu'on a aujourd'hui, si vous voulez, c'est que devant nous, on a des révolutions technologiques. Que ce soit évidemment sur l'énergie, donc les nouvelles technologies de l'énergie, sur l'agroalimentaire, je pense qu'on va en parler, c'est extrêmement important là aussi, parce que si on a bientôt 9 milliards d'êtres humains sur Terre, comment va-t-on faire pour les nourrir? C'est un vrai enjeu. On a des problèmes d'eau également, donc là aussi. Donc je pense que l'innovation aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre d'avancer dans un monde meilleur. Ça veut dire, et c'est là où on réconcilie, de mon point de vue,
l'économie et l'écologie. Mais est-ce qu'on peut vraiment y croire quand Marc sort la carte de l'innovation en disant ça va nous sauver? Pas le sujet. Non, le problème c'est que, et c'était encore dans le dernier rapport du GIEC, c'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui il n'y a pas de rupture technologique suffisamment importante et on ne peut pas compter sur le fait qu'il y en ait, en tout cas on ne peut pas compter que là-dessus pour résoudre le problème. Oui, c'est la devise des chercheurs. Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Mais justement, pour l'instant, on n'en sait rien. Parce qu'on n'a pas suffisamment investi. Et je pense que c'est là où les Chinois ou les Indiens ont bien compris. Ils vont nous dépasser. Ils peuvent nous dépasser de ce point de vue-là en termes d'innovation. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, où on parle effectivement de pollution, qui pollue le plus dans le monde? C'est les Chinois et les Indiens, c'est pas nous. Ce ne sont pas les Français. Il ne faut pas nous culpabiliser non plus. Qui attend patiemment depuis tout à l'heure. Non, mais juste pour dire que, le techno-solutionnisme a ses limites. C'est-à-dire que oui, il faut innover, oui, il faut rechercher. Évidemment, il faut le faire. Mais il ne faut surtout pas ne compter que là-dessus et se dire non, mais on va avoir une solution qui va nous sauver. Et deux, vous disiez, il faut de la croissance et il faut de l'innovation pour sortir les gens de la pauvreté. Il faut du partage aussi. C'est-à-dire que le problème, c'est pas de sortir les gens de la pauvreté, c'est pas de leur donner à manger, c'est pas de leur donner un abri, c'est pas de les soigner. Le problème, en fait, c'est de les mettre dans des villes avec des écrans partout, en les collant à des smartphones toute la journée, en les faisant se déplacer dans des véhicules de 2 tonnes en leur faisant consommer des Et si on continue le débat dans un instant, Ashley Chevalier n'a presque plus de batterie. Donc Serge, vous aurez votre moment après, mais je vais voir Ashley d'abord, désolé. Rebonsoir Ashley. Il y a aussi l'adaptation. Il y a des agriculteurs qui essayent de s'adapter au dérèglement climatique. Qu'est-ce que ça donne ? Exactement. Jusqu'à maintenant, Jérôme Bédouret faisait plutôt dans le maïs. Cette année, il a consacré une petite parcelle, 3 hectares, à de nouvelles cultures. Il y a du soja, du tournesol ou encore du sorgho. Tiens, il a ramassé le tournesol aujourd'hui. Voici les graines. Pourquoi vous faites ces tests ? Des tests avec la Chambre d'agriculture, donc en partenariat, pour essayer de répondre au changement climatique. Il faut bien quand même trouver un moyen de s'adapter. Mais alors concrètement, vous avez mis ces nouvelles semences, vous avez irrigué, vous avez fait quoi ? Non, pas en sol irrigué, en sol séchant justement pour vraiment voir les limites et comment ça se comporter. Cette année, c'est la bonne année. Cette année, c'est tombé pile poil, on ne pouvait pas trouver mieux. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que, en fait, on a également fait des essais de semences en écartement réduit ou conventionnel, et les rendements, de toute façon, ça manque quand même d'eau, ça il faut bien le constater, mais ça marche quand même. Ça marche quand même, effectivement. Après, il ne faut pas rêver, ça a quand même besoin d'eau. Vous allez continuer ou pas ? Oui, je vais continuer, de toute façon, à me diversifier et à trouver des plantes plus adaptées. Et si ça marche, est-ce que vous allez changer ? Vous me dites que vous faites du maïs principalement. Est-ce que vous êtes prêt à changer complètement de culture ? Ah oui, complètement, oui. Et ça, c'est possible ? Est-ce que c'est une sorte de reconversion ? Je vois que vous avez des machines. On utilise les mêmes machines pour récolter du maïs, du tournesol et du sorgho ? On utilise les mêmes machines avec des réglages différents, bien sûr, des petites adaptations. Après, il y a du matériel qui a été changé pour des semis directs ou des semis sous couvert, mais on va dire les grandes lignes restent les mêmes. Les débouchés, elles sont là. Du sorgho dans la région, on peut le vendre ou pas ? On commence à pouvoir en trouver, oui. Oui, ça va venir, ça va se démocratiser, il faut. De toute façon, il faut trouver des solutions, parce qu'à cause de la sécheresse, cette année, Jérôme Bédouret va perdre 50% de sa récolte. Il a 50% de rendement en moins, et il m'a expliqué que si c'était la même chose l'an prochain, il ne pourrait pas tenir. Merci beaucoup, Ashley Chevalier, avec Camille Fournier. Serge, il y a donc des alternatives au maïs. Le sorgho, on peut y croire sérieusement, ça a quand même besoin d'eau. Alors, il n'y a pas de solution miracle en agriculture. Il faut savoir qu'il y a une diversité des sols et de microclimats qui est tellement importante qu'on ne peut pas généraliser une solution. Alors, pour faire face à la sécheresse, il y a plusieurs solutions. Et il faut toutes les travailler ensemble. Donc, il y a déjà recherche de nouvelles variétés de maïs, nouvelles variétés de blé, nouvelles variétés de sorgho qui soient plus résistantes à la sécheresse et à la canicule. Jusqu'à une certaine limite génétique quand même, on ne va jamais créer une variété qui poussera sans eau. Mais il y a également de nouvelles espèces qui peuvent remplacer les espèces en cours, puisqu'on a une évolution du climat, et donc on doit avoir une évolution des espèces avec ce climat. Le sorgho est une partie de la solution, mais ce n'est pas la solution. Puisque le sorgho, il faut aussi qu'il soit rentable par rapport au maïs. Le maïs, pour l'instant, il reste rentable, par exemple, sur des sols qui sont plus profonds, où il y a une présence d'eau quand même. Le sorgho, le maïs est moins rentable sur des sols qui sont superficiels. C'est là où on va plutôt mettre du sorgho. Donc on a une espèce de réflexion, on va dire, plus approfondie sur où planter du maïs, où planter du sorgho, pour que ça reste rentable quand même, que ça consomme
moins d'eau, mais que l'agriculteur ne fasse pas banqueroute, on va dire, parce qu'il a planté du sorgho partout et que ça n'a pas forcément fonctionné. Donc ces solutions de nouvelles espèces, de nouvelles variétés, il faut vraiment les adapter au cas par cas, sol par sol, climat par climat, mais dans tous les cas, il faut savoir que le sorgho va prendre une part de plus importante sur le marché, puisque c'est une variété, une espèce qui est plus résistante à la chaleur, 35 degrés de température optimale, le maïs c'est 31 degrés. C'est une variété qui produit, une espèce qui produit 3 fois plus sur le même sol que le maïs lorsqu'il y a une sécheresse. Donc il va falloir préparer la filière, préparer l'économie, parce que pour l'instant la filière du sorgho n'est pas assez puissante et les recherches sur la génétique ne sont pas encore assez puissantes sur le sorgho. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour implanter le sorgho en France. Vous dites qu'il va falloir se passer du maïs, quoi qu'il arrive. Alors il faudra... Non, je n'ai pas dit qu'il faut se passer du maïs. Quand on voit que les étés à 35 degrés, il va falloir s'y habituer. Alors il y a plusieurs régions en France. Dans le sud-ouest de la France, le maïs va devenir de moins en moins, on va dire, prédominant dans le paysage d'ici 2050, puisque le changement climatique va faire que le maïs va trop souffrir de la sécheresse. Il sera de moins en moins rentable. Donc il sera remplacé par soit de nouvelles espèces, soit des variétés plus résistantes. Donc le sorgho par exemple. Dans le nord de la France, le maïs va quand même continuer à pousser, puisqu'il va rester rentable, du moins jusqu'en 2050, à voir après 2050. Mais dans tous les cas, oui, on doit avoir une réflexion sur une diversification des espèces à venir en France. Il n'y a pas que le sorgho, il y a le mil, le millet, la pistache aussi qui peut arriver, les agrumes également qui vont peut-être pousser un petit peu plus dans le sud de la France. Donc d'autres espèces qui peuvent arriver. On a beaucoup parlé du sorgho cet été, mais il n'y a pas que le sorgho. Est-ce qu'il faudrait aller encore plus loin? C'est ce que demande Driss. On écoute sa question. Bonjour, donc je m'appelle Driss et je me pose la question suivante. Est-ce qu'il faut vivre avec moins de confort dans une société moins consommatrice et éventuellement accepter une récession pendant quelque temps pour sauver la planète? Il y a plusieurs choses dans sa question. À quel point il faut changer aujourd'hui nos modes de vie? Et est-ce qu'il faut accepter une récession? La récession, de toute façon, on y va là. Hein. Elle est déjà là. Enfin, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a aussi, malheureusement, entre guillemets, un ajustement automatique. C'est-à-dire quand les prix augmentent comme aujourd'hui, et bon, alors, on peut se plaindre ou pas, et clairement, on consomme moins. C'est ce qui fait justement la récession. Et une fois qu'on consomme moins, là, les prix, effectivement, peuvent repartir à la baisse. Donc là, on est aujourd'hui. Ce qu'il faut également savoir, c'est que, encore une fois, tout ce réchauffement climatique va imposer des nouvelles infrastructures, des nouvelles façons de construire, etc. Donc ça sera également inflationniste. Ça va également augmenter l'inflation. Puis un dernier point très important, c'est la formation également, ce qu'on appelle la destruction créatrice. C'est effectivement, si on crée des nouveaux secteurs, c'est très bien, mais il faut qu'effectivement on forme les populations qui soient adaptées. Et ça, c'est tout un travail de l'éducation nationale, mais pas seulement, je dirais, au niveau des entreprises, des formations au sens large. Et ça, vous voyez, c'est ce que vous évoquez tout à l'heure. Malheureusement, on n'anticipe pas assez. Je pense que c'est un peu le drame qu'on a en France, c'est une fois qu'on est devant le fait accompli, on commence seulement à réagir. On voyait tout à l'heure Haroun Taziev, c'est assez incroyable. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'une fois qu'on est là, qu'on s'est fait mal, qu'on est face au mur, c'est comme le mur de la dette, c'est pareil, on a des difficultés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait un grand financier justement pour avancer dans ces nouvelles technologies, notamment, qui pourrait être l'État. Sauf que comme l'État a fait exploser sa dette publique depuis des années, et maintenant il n'a plus de moyens pour relancer la machine, d'autant que après cette pandémie, il a tout dépensé. Donc c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on a une situation économique qui est difficile, où la récession est en train de revenir, on a une inflation également élevée, donc ça qui est triste. Vous dites même qu'on n'a pas les moyens en fait. Encore une fois, le gros problème c'est que pour avoir les moyens aujourd'hui, il faut effectivement des capitaux. Il y a beaucoup d'épargne en France. Tout l'enjeu. Ah, bien sûr. Il y a beaucoup d'épargne en France. Bien On sûr. est confronté à une crise historique qui va réclamer des investissements, qui va réclamer un plan. C'est ce qu'on essaie de documenter au Shift Project. L'idée, et là, nous, Rexecode, enfin un certain nombre d'instances qui mesurent les montants d'investissement, on parle de 3-4%, l'équivalent de 3 à 4% du PIB en investissement supplémentaire pour faire cette transition. Par an, vous voulez dire, par an? Chaque année, sur une génération. Oui, bien sûr. C'est un effort historique, 3-4% du PIB. Il faudrait revenir dans les années 50, lorsqu'il fallait précisément reconstruire tous les ponts détruits entre Le Havre et Paris. On est dans un effort de paix.
mais il s'agit de laisser une planète vivable pour nos gosses, leurs gosses, etc. etc. Oui. Donc, est-ce que 3-4% d'investissement supplémentaire du PIB, sachant qu'il y a des milliards d'épargne, rien qu'en France, disponibles? Mais vous l'avez dit, l'épargne, c'est privé. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, moi, je suis plus pour l'incitation que pour l'obligation. C'est-à-dire que si aujourd'hui, justement, on responsabilise les Français... Je termine. S'il vous plaît, lancez-moi de la question de Driss. Je ne voudrais pas qu'on oublie nos téléspectateurs. Et on leur dit justement... Non, parce que je réponds juste à la question. Pour mobiliser l'épargne, encore une fois, l'épargne, c'est privé. C'est ce qu'on a fait dans les années 50, 60, à l'époque gaulliste. Oui, mais à l'époque, on n'avait pas de dette publique. On va regarder comment changer vraiment nos modes de vie. On parlait de la viande tout à l'heure et c'était très intéressant. Ça parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'on se dit tous, demain, qu'est-ce que je dois changer du jour au lendemain? Qu'est-ce que je dois changer dans ma façon de consommer? Vous nous disiez quoi sur la viande, François? Alors... d'un point de vue individuel, si on veut changer ses comportements, le comportement le plus efficace et le plus rapide qu'on peut mettre en œuvre, c'est radicalement baisser sa consommation de viande. C'est la première chose à faire Oui, parce que l'impact de la viande en termes de CO2, il est très important parce que ça occupe énormément d'espace pour cultiver du maïs, notamment pour donner à manger à nos bœufs, notamment. Et puis, en Amazonie, ça déforeste énormément pour aussi donner à manger aux élevages. Donc, l'impact de la viande, c'est un impact très important sur le réchauffement climatique. L'élevage, c'est 15% des gaz à effet de serre. Et si on arrête de manger de la viande, eh bien, c'est assez rapide à mettre en œuvre et c'est très rapidement efficace. Et d'ici 2050, baisser de moitié sa consommation de viande, c'est baisser de moitié les gaz à effet de serre de l'agriculture selon l'Institut Terra Nova. Ça, c'est très simple à faire. Par rapport à ce que disait Driss tout à l'heure, c'est est-ce qu'on va vivre moins, est-ce qu'on va devoir se priver, etc. C'est une question, à un moment, de priorité. C'est-à-dire que ce dont on a besoin, c'est déjà de chasser un peu le superflu. Et il y a et parfois, en fait, des choses qui peuvent paraître une baisse de statut social peuvent faire que vous allez vivre mieux. Si vous allez voir les Danois, par exemple, à Copenhague, il y a 4 personnes sur 5 qui prennent leur vélo pour aller travailler tous les jours. Pourquoi ils prennent leur vélo? Parce que c'est moins cher, parce qu'ils pédalent tous les jours et sont en meilleure santé, parce qu'ils n'ont jamais de problème pour se garer, parce qu'ils sont pas obligés justement d'entretenir une voiture avec l'assurance, le truc et le machin, parce qu'ils sont jamais en retard, parce qu'ils arrivent toujours au bon moment. Et en fait, eux, en termes de qualité de vie, ils vivent dans une ville où il y a moins de pollution de l'air, où il y a moins de bâtiments qui sont dégoûtants parce qu'il y a les fumées des voitures, où il y a moins de mortalité, où il y a moins de bruit. En fait, ils vivent mieux. Sauf que dans l'imaginaire qu'on s'est créé, avoir une grosse bagnole, c'est du confort. C'est vraiment génial. Et c'est ça qui prouve qu'on a réussi dans la vie. Bah, peut-être qu'on peut changer de représentation, changer d'imaginaire et se dire, mais non, en fait, ce qui est bien, c'est de vivre en bonne santé, c'est d'avoir pas de bruit. Et ça peut se réverser assez facilement. On l'a vu avec la cigarette. Je suis aussi un fumeur, je faisais partie des gens qui râlaient à la fin des années 90 en disant, mais on va quand même pas arrêter de fumer dans les restaurants. Aujourd'hui, on est tous des fumeurs, c'est ça que vous dites? Aujourd'hui, aujourd'hui, on est l'équivalent du fumeur qui fume un paquet par jour, auquel le toubib a bien dit, monsieur, il faut arrêter, et qui se dit, ok, je vais arrêter, mais il me reste que deux clopes dans mon paquet, où est-ce qu'il y a un tabac ouvert? Bon, on arrêterait demain, après-demain. Il faut un peu de temps pour que tout ça soit... On est une société compliquée, mais je pense qu'il y a plein d'issues heureuses dans cette histoire. Alors, continuons, parce que là, on a parlé de la viande, le vélo, quels sont les autres confort qu'on devrait abandonner? Mais abandonner, typiquement, par exemple, aujourd'hui, il faudrait massivement isoler les bâtiments. C'est-à-dire avoir des bâtiments qui perdent moins la chaleur en hiver et qui prennent moins la chaleur en été. Bon, bah ça, en fait, c'est pas une perte de confort. Hein. Au contraire, vous allez avoir moins chaud l'été et vous allez moins dépenser d'énergie l'hiver pour vous chauffer. Ça, c'est super, c'est très bien de faire. Enfin, je veux dire, c'est écolo et je vois pas en quoi on va perdre du confort et on va moins bien vivre. Vous allez manger, par exemple, de la nourriture qui vient de moins loin. Vous allez manger de la nourriture qui vient, qui a été faite par des paysans qui sont dans votre région, qui sont de votre biotope, que vous avez mieux digéré, et potentiellement qui seront de meilleure qualité que des trucs qui ont été faits pousser sous serre à l'autre bout du monde. C'est pas tellement une perte de confort. Enfin, il y a quand même une espèce d'imaginaire de se dire, si on devient écolo, on va tous vivre dans des grottes et manger des patates pourries, qu'il faut un peu battre en brèche, vous voyez? Enfin, tout ça, c'est quand même mieux. C'est quand même une plus belle vie. Faire en sorte, par exemple, puisque en gros les émissions c'est alimentation, transport et logement, que sur ces 3 grands sujets, on aille vers ces 3 grandes directions qu'on s'est données, c'est-à-dire manger mieux, plus local, des choses qui ont été faites pousser à côté de chez soi, isoler ces bâtiments et aller vers des villes où il y a moins de voitures, plus de vélos, on peut plus marcher. C'est pas l'enfer. Tout va bien, c'est pas l'enfer. N'oublions pas l'eau, la douche 4 minutes. Voilà. Mais là encore, l'eau, juste avant genre 4 minutes, on sera content avec le temps qu'il fait de douche froide un peu. Oui, la douche froide cet hiver, on en reparlera. Mais déjà cet été, prendre des douches fraîches,
On a bien aimé. Ouais. Et là encore, si on tombe malade, c'est pas bon parce qu'après on peut avoir le Covid et tout, donc faire attention. Non, mais je crois même que ça supprime la cellulite. Non, mais je le dis. Non, mais c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup prendre des douches froides. Mais c'était un peu la question que posait la personne qui avait avant, qui disait est-ce qu'il faut faire des petits gestes, etc. Non, juste avant. Ah, juste avant, Driss. Il y a un moment, il faut peut-être qu'on arrête aussi avec ça. C'est-à-dire que, prendre des douches froides ou prendre des douches de 4 minutes, c'est bien. Mais en réalité, quand vous regardez la consommation d'eau, en majorité, c'est l'agriculture et l'industrie. Là, la dame disait, on a eu très chaud cet été, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme petits gestes? Mais en fait, les petits gestes, c'est de planter des arbres dans les villes. Ouais. Donc, c'est pas de faire des petits gestes, c'est de planter des arbres dans les villes, parce qu'une rue où il y a des arbres, il fait 3 degrés de moins qu'une rue où il n'y a pas d'arbres. Et en même temps, on détient une partie de la solution, mais vous dites la grosse partie... oui, la grosse partie, elle est structurelle, elle est politique, voilà, comme le disait. C'est une organisation collective un peu différente. Mais vous visez qui? Parce que là, vous parlez des arbres dans les villes, mais en fait, vous pensez aussi aux gros pollueurs. Vous pensez... Mais on est tous des gros pollueurs. Enfin, faut arrêter de blâmer le buraliste. On dit Total. Mais pourquoi est-ce qu'on blâme pas les gens qui vont acheter leur essence? C'est aussi inepte. Je veux dire, on est collectivement, dans la manière dont on se déplace, dont on se nourrit, très dépendant des énergies fossiles. C'est pas Pierre ou Paul. Il y a des industriels qui fournissent des services et les gens structurent. C'est la grande leçon des Gilets jaunes. Sur ce qui a généré cette crise, qui est la plus grande crise qu'on ait connue depuis 68, la plupart des gens ont compris. On vous dit, on va vous taxer plus fort l'essence, mais la société n'a pas eu la prévention d'organiser quoi que ce soit pour que ça soit possible de se passer de la voiture au quotidien. En fait, si collectivement on investit dans tous les moyens jusqu'en grande périphérie urbaine pour se déplacer autrement qu'en étant tout seul dans sa bagnole, on gagne dans le porte-monnaie, on gagne dans la santé. Mais il faut que collectivement on s'y colle. C'est pas Total plutôt que le gars qui fait la queue à la station-service. Ça, je voulais dire. C'est politique, c'est collectif. Et il arrive pas à nous dire. Je voyais le chapeau qui s'agitait, mais oui. Est-ce que vous vouliez allonger la liste, vous aussi? Non, moi je voulais revenir sur quelque chose qui était bien en amont qu'on a parlé. Je trouve qu'il y a un amalgame entre le confort, entre la consommation, entre le bonheur et entre le changement climatique. C'est toujours pareil, toujours les mêmes questions. En fait, on a juste oublié de vivre simplement. On peut vivre simplement et être heureux. On n'a pas besoin de consommer. On n'a pas besoin de confort, de je ne sais quoi. Enfin, moi, personnellement, je peux prendre... le temps d'observer la nature, de photographier les orages parce que je suis chasseur d'orages. Je suis heureux comme ça. J'ai pas besoin de faire consommer. Du jet ski, par exemple. Ah non. Vous prenez un exemple au hasard. J'avoue que j'ai testé quelques minutes le jet ski cet été juste pour voir ce que ça faisait. Mais non, Serge. Je l'avoue, je l'ai essayé parce que je voulais faire, mais je ne le referai pas. Je l'ai essayé. Voilà. Cyril vous regarde bizarrement. Je suis pas parfait non plus. Mais non, vivre simplement, c'est pas faire du jet ski, c'est pas faire du saut en parachute, c'est pas visiter des capitales européennes un week-end, une capitale européenne. Ça peut être aussi aller dans les villages français, vivre simplement de proximité. Enfin, il n'y a pas besoin de faire cet amalgame entre vraiment le confort, le changement climatique. Je comprends pas en fait. C'est un problème pour moi, c'est un problème d'éducation. Peut-être qu'on est en train de changer, de prendre conscience de ça. Le Covid l'a aidé. En tout cas, on peut regarder ce qui se passe en France. On n'a pas besoin d'aller passer les vacances. Ou de regarder Netflix. Vous pensez à regarder Alors moi, je regarde très peu la télévision. Je regarde de temps en temps Netflix, oui, mais j'ai pas une consommation. Pendant le Covid, c'était ça. Pendant le Covid, on a demandé aux gens qu'est-ce qui était le plus important pour eux. Oui, mais attendez, le plus important pour eux, c'était l'accès à la nature. C'était le lien social. C'est clair que avoir accès à la nature. Je pense qu'encore une fois, le plus important, c'est la santé. Ça, c'est évidemment ça. On coupe pas. Par contre, le vrai enjeu, encore une fois, c'est pour moi, en tout cas, c'est la liberté. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord pour inciter effectivement les gens, leur expliquer, faire de la pédagogie. Après, le danger, c'est que si on commence à dire, là, on va interdire ça, puis après, non, ça, c'est interdit. Ça, faut pas faire ça. C'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, je donne l'exemple du coronavirus. Encore une fois, vous avez raison. On était enfermés. Mais pourquoi on est resté enfermés? Parce qu'effectivement, notamment en France, on pouvait payer, financer, etc. Aujourd'hui, c'est ça la grande difficulté. Comment vous allez occuper des millions de personnes? C'est ça, quel va être le travail? C'est vrai, tout à l'heure, je parlais de la destruction créatrice. Isoler les bâtiments, construire des bâtiments. Encore une fois, il faut de la formation pour ça. Oui, c'est pas en claquant dans les doigts qu'on va avoir effectivement. Voilà. Donc ça prend effectivement du temps. C'est ça ce que je veux dire par là. C'est que ça met une génération.
Voilà. Une génération. Une génération, mais encore une fois, le vrai danger, je pense qu'il ne faut pas brusquer. C'est-à-dire que le danger de ce discours, la nature va nous brusquer. C'est qu'il ne pas brusquer. Et surtout, on est déjà brusqué dans notre mode de vie, surtout, encore une fois, sur l'eau, sur la température. On est déjà brusqué, on est acculé. C'est une crise historique. Bien sûr, évidemment. Mais attention, évidemment. On regarde la France. On regarde la France. Je vous pose la question. Comment aujourd'hui forcer dans les pays qu'on appelle émergents, qui sont en train d'émerger, comment les forcer? C'est une grande question, ça. Comment vous allez faire? Vous allez leur déclarer la guerre? On n'est pas souverain sur le Mali, ni sur l'Inde. Mais moi, là, on est sur un média français. Plus de CO2. Comment on va les contraindre? C'est ça la vraie question. Si on peut déjà commencer à le faire, nous, ce serait pas mal. Voilà. Oui, pourquoi pas. En plus, on est face. Moi, je suis contre nous culpabiliser. C'est-à-dire, on a l'impression que, en fait, on fait vraiment des choses pas bien, très mal. Et donc, c'est ça qui est dangereux. Voilà le bon mot. Responsabiliser. Parce que quand j'entends, on va arrêter l'insouciance, l'abondance. Moi, j'ai un discuté à HLM d'Orly. Je peux vous dire que l'insouciance, l'abondance, ça n'existe pas. Ça fait 40 ans que nous sommes en crise. Mais c'est ça ce que je dis par là. Il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas eu d'insouciance pour beaucoup de personnes dans le monde, y compris en France. Donc, on ne peut pas leur dire, aujourd'hui, on va vous bloquer. C'est ça. Quel est le bon langage? Est-ce qu'il faut passer par la contrainte pour changer les comportements? C'est ce que demande Marc. Est-ce qu'il faut... Je pense qu'il faut surtout une prise de conscience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a conscience que ce que l'on a dans notre assiette va avoir des conséquences. Et donc, on a parlé technicité et innovation. Je crois qu'aujourd'hui, l'innovation doit être aussi au service des cycles naturels, du vivant. On a des sols qui sont quasiment morts partout. On a des couches de pesticides tellement importantes qu'à un moment donné, on n'a plus de matière organique dans nos sols. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'à la moindre sécheresse, on a des sols qui sont extrêmement vulnérables. Donc on est beaucoup plus vulnérable et à la moindre inondation, on perd nos sols. Et donc en fait, si on ne redonne pas du sens au-delà de tout ce que l'on consomme, etc., à finalement ce qui est notre territoire, ce qui est notre terre d'accueil, j'ai envie de dire, derrière, en fait, on comprend pas. Si on comprend pas que, en fait, quand on consomme 18 collections successives de mode dans des grandes enseignes et qu'on va consommer massivement, ça va avoir un impact sur une nappe phréatique qui va se trouver en Inde, qui était à moins 5 mètres il y a encore 10 ans, qui est aujourd'hui à moins 500 mètres, qu'on va chercher comme du pétrole. Si on comprend pas que on va aller chercher chez les petits agriculteurs locaux de l'eau, mais on va pas aller chercher de l'eau chez eux ou bien leur production agricole, on va aller chercher de l'eau pour aller alimenter justement les industries textiles. Et donc, si on ne comprend pas qu'à un moment donné, cette question de croissance, elle se nourrit sur la nature, et si on n'inverse pas la tendance, en fin de compte, on ne résoudra rien. Parce qu'on n'a que des victimes aujourd'hui. Regardez la France, on a des victimes partout. Donc, il va falloir agir. Et on pense à nos petits, enfin les plus petits, on leur a posé la question, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour la planète? On ne met pas le chauffage, on baisse les rideaux pour ne pas mettre de ventilateur. J'ai retenu qu'il ne fallait pas jeter du plastique dans la nature. On évite d'allumer les lumières quand il fait jour dehors. On essaye de faire des douches au lieu des bains pour pas gaspiller d'eau. J'éteins les lumières. Quand je me brosse les dents, je ferme le robinet. Je trie les déchets. Des fois, ça se peut que je trouve des déchets par terre, alors je les prends et je les mets dans la poubelle. Elle est bien, cette jeune génération. Oui, non, mais ça vient d'eux. Ceux qui là, on a beaucoup blâmé les boomers. Et après, les papas-mamans, ils achètent une quantité de jouets en plastique venus de Chine. Toujours la faute des papas-mamans. Ils font dire, tu mets pas bien ta bouteille à la poubelle. On n'est pas vraiment encore sur l'exemple au niveau des enfants. Je pense que là, faut arrêter d'en faire d'ailleurs, les enfants. Enfin, ils sont bien mignons, mais. Non, mais on a. C'est horrible, c'est horrible. Oui, c'est la tradition. On a un sujet. On se demande, c'est pas le geste ultime. En gros, pour la planète, arrêtez. On a un sujet démographique qui rejoint un sujet d'empreinte écologique, c'est-à-dire que vous avez deux trucs. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète, mais aujourd'hui, un Américain, par exemple, il a une empreinte écologique, je crois, 14 fois plus importante qu'un habitant du Bangladesh. Donc, un Américain qui naît, c'est pas une personne du Bangladesh qui naît. Bon. Et si on veut faire baisser un peu la natalité, c'est-à-dire si on veut éviter que l'humanité continue à grandir, ce dont on a besoin, on le sait. Enfin, je veux dire, c'est l'éducation, c'est l'accès à la contraception, c'est permettre aux femmes de choisir si elles veulent avoir un enfant ou non et pas leur imposer. Et c'est pas imposer des politiques comme on a pu avoir en Chine qui ont eu des conséquences absolument dramatiques. Qui n'ont pas réussi. Même le régime chinois n'a pas réussi à maintenir la politique de l'enfant unique. C'est tout de suite qu'il faut agir. Il y a plein de choses, énormément de choses que individuellement et collectivement on peut faire. Avant de se dire, est-ce qu'il faut faire des enfants, pas d'enfants. De toute façon, on est sur des évolutions qui sont profondes, qui sont charnelles. Et
le sujet est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, beaucoup plus quotidien et beaucoup plus politique, c'est-à-dire collectif. Il y en a même qui vont plus loin. Il y a une étude qui vient de sortir juste pour la population, c'est très intéressant parce que jusqu'à présent, effectivement, on disait c'était le malthusianisme, ce que disait Malthus, parce que déjà, il était conscient à l'époque qu'il fallait peut-être faire des guerres pour réduire le nombre de personnes sur Terre. Et là, a priori, ce qui est très intéressant, c'est que... non, vous êtes d'accord? Non, avant d'accord. J'espère pas. Pour réduire la population. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que plus le niveau de développement augmente, moins on fait d'enfants, justement. Et donc, à partir de là, si on augmente, c'est un peu contre-intuitif. En fait, si on augmente effectivement le niveau de développement, à partir des années 2070, 2080, oui, en effet. La population mondiale va baisser. C'est par exemple 6 enfants par femme parce qu'elles n'ont pas accès donc justement, ça veut dire que la population va baisser. 4 milliards d'habitants seulement en 2100. S'il vous plaît, François Pitrel, il y en a qui réfléchissent à des solutions alternatives, même mettre un bouclier sur le soleil. Est-ce que c'est sérieux? Alors, c'est vrai que ça fait partie des solutions totalement folles. Certains considèrent qu'on n'arrivera pas à faire tous ces gestes et à mener toutes ces politiques qui permettront de stopper le dérèglement climatique. Et donc, ils imaginent des choses totalement folle. Ça s'appelle la géo-ingénierie. Certains considèrent qu'on pourrait envoyer des petites paillettes de soufre pour réfléchir à la lumière du soleil et donc recréer l'effet d'une explosion volcanique pour réduire la température sur Terre. D'autres réfléchissent à fabriquer artificiellement des nuages. Et puis cette initiative française que vous voyez à l'image, eux, ils ont réfléchi à fabriquer des parasols qu'on enverrait dans l'espace à plus d'1,5 million de kilomètres de la Terre, qu'on activerait en cas de forte chaleur. C'est de la science-fiction, certains y croient. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire avant? Certainement. Vous dites pourquoi pas ou pas? Mais non, Docteur Folamour, en fait, ce qu'on voit là, ça a été développé par Edward Teller, qui est le père de la bombache, et qui a servi de modèle à Kubrick pour faire le personnage de Docteur Folamour. Non mais vous vous rendez compte après nous le déluge. Enfin, non mais il faut quand même se rendre compte que là, on est en train de se dire qu'on va mettre une espèce de truc devant le soleil ou d'envoyer des paillettes dans l'espace plutôt que de rouler à 110 km/h au lieu de 130. Enfin, c'est quand même ça qu'on est en train de se dire. Vous vous rendez compte du degré de folie quand même? Mais ça existe. Non mais ça existe. Mais en fait, on peut aussi. On peut en fait du iodure d'argent. Non mais c'est ce que disait Serge tout à l'heure. Est-ce qu'on peut pas se dire que c'est quand même un chemin à explorer parce qu'on sait jamais, peut-être que ça finira par marcher. Et parallèlement. Le problème c'est que le temps et l'énergie que vous mettez là-dedans, en règle générale, on le met pas dans autre chose. Ce que disait Serge tout à l'heure était super, c'est-à-dire qu'à un moment on peut se demander comment on a envie de vivre, qu'est-ce qui nous rend heureux profondément. Est-ce que ce qui nous rend heureux, c'est d'avoir de plus en plus de trucs, d'en acheter sans fin, d'avoir toujours le dernier smartphone? Ou est-ce que ce qui nous rend heureux, c'est d'avoir des relations extraordinaires avec les gens qui sont autour de nous, de pouvoir aller marcher dans la nature, de pouvoir manger des choses qui nous rendent en bonne santé, pouvoir un peu, je sais pas, méditer, aller nager dans la mer. Tout ça, en fait, est un peu déconsidéré dans cette espèce d'imaginaire qu'on a, qui nous fait croire qu'il faut absolument avoir un déluge de gadgets et acheter toujours plus de trucs pour être heureux. Il nous reste pas ça. 3 minutes. Je voulais savoir ce que vous aviez changé dans vos vies récemment en raison du dérèglement climatique. Vous commencez. Récemment, ça fait 20 ans que je me préoccupe du problème, donc ça fait longtemps que j'ai fait mes changements. Et pour qu'on puisse vous voler quelques idées. J'ai pas de bagnole, je fais du vélo, je prends les transports en commun un maximum. Alors j'habite en banlieue, pas en grande banlieue, donc c'est plutôt plus simple pour moi. Je mange plus de bœuf. Voilà. Est-ce qu'il y a un changement plus récent? Non. J'aurais bien aimé installer une pompe à chaleur chez moi, mais c'est un peu cher pour l'instant. Voilà. Serge. Alors, il y a beaucoup de choses. Je fais à peu près 80% de télétravail maintenant. Ça fait 50 km en moins par jour de voiture, parce que moi, je suis en campagne. Je ne suis pas en ville, parce que je travaille dans l'agriculture. Ensuite, la réduction de la consommation de viande, c'est pas encore trop ça, mais je commence à... Diminuer de moitié? Peut-être pas à la moitié, on est peut-être à peu près vers peut-être moins 20, moins 30% par rapport à d'habitude. Ensuite, j'ai enlevé ma piscine, parce que quand j'ai acheté ma maison, il y avait une piscine, je l'ai enlevée. T'en as fait quoi? Je l'ai donnée sur le Bon Coin. Ok, une piscine. 5 minutes plus tard, elle était partie. Voilà. Non, c'était une piscine hors sol. Voilà. Vous avez donné le jet ski aussi, on a compris. Le jet ski, c'était quelques minutes histoire de voir ce que ça faisait, mais c'est pas trop dans mes délires. Il a cassé le mythe. Mais non, continuez. Ensuite, il y a les pompes à chaleur. Je suis en train de faire j'ai fait hier un devis pour installer des pompes à chaleur dans la maison pour réduire la consommation d'énergie. Il reste je ne prends plus l'avion. Là, par exemple, moi, je fais à peu près 40 à 50 conférences par an. Comment vous faites, alors ? Je les fais en train. Et dans le train, je prépare les conférences parce que je suis toujours en train. Voilà, vous utilisez le temps du transport à bon escient. Donc, il y a plein d'autres petites choses, mais là, c'est les gros aspects. Cyril.
Moi, je prends jamais l'avion en dehors du travail. Je le prends que quand je suis obligé pour aller tourner. Mes enfants, par exemple, qui ont 14 et 17, ont pris une fois l'avion dans leur vie. Donc là, cette année, on a été en vacances à Rome avec ma fille. On y a été en train. Ça nous a pris... Elle vous a pas demandé 10h30. l'avion? Non, mais elle sait, la pauvre. Ouais. Je mange pas de viande. Je me déplace quasiment que en vélo électrique dans ma vie de tous les jours. J'ai isolé ma maison. Et on a réduit, alors là pour le coup, la consommation d'énergie de façon assez considérable. Et est-ce qu'il y a un chantier ou un truc que vous allez bientôt faire? Quelque chose que vous avez ajouté à la liste qui est déjà bien? Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est acheter moins de vêtements. Ah, des vêtements. Oui. Mais vous les donnez après, peut-être? C'est pas bien. Non, mais ils ont une vie. J'ai rien dit, moi. Ils ont une vie après, non, peut-être? Vous les donnez? Oui, bah, évidemment. Ouais. Bien entendu. Emma? Moi, ça fait 35 ans que je mange bio. Que je mange plus de viande du tout depuis à peu près un an et demi, 2 ans. J'essaye de consommer que des produits de préférence locaux et sans aucun plastique, sans rien autour en fait, et de les transformer moi-même. Et j'essaye de contribuer au moins à mon assiette, dans mon assiette en fait, à une empreinte moins importante. Et j'essaye à chaque fois que je consomme quelque chose, d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Et si finalement ça en vaut la peine ou pas. Et je pense qu'on a tous un énorme pouvoir dans notre porte-monnaie. Et je crois qu'il faut récupérer notre pouvoir sur le système, parce qu'on a toujours tendance à dire c'est l'agroalimentaire, c'est les systèmes mondiaux, etc. Si on n'achète plus, en fait, tout ça s'écroule. Et donc, j'essaye de contribuer par ce niveau de conscience à transformer quelque chose auquel je ne crois plus. Marc et François en même temps, parce qu'on n'a plus le temps. Moi, j'ai vendu ma voiture, mais c'est grâce à Hidalgo. Ah. On peut plus circuler dans Paris, c'est pour ça. Merci Anne Hidalgo. C'est les politiques. Plus d'avions, même pour le travail, plus de viande, même si j'aime bien le saucisson quand même. Moi aussi. Hein. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Je pense qu'on a quand même une liste. C'était assez constructif. C'était l'espoir de cette soirée. J'ai l'impression qu'on l'a rempli. Bonsoir. Faut garder l'espoir. Bonsoir Maxime.